Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurente, vous êtes ravissante. Alors, on va vous expliquer ce qui s'est passé, c'est qu'Anthony... Et bonjour à toutes les auditrices qui sont charmantes et tous les auditeurs qui sont vraiment adorables. C'est la journée des compliments aujourd'hui. Ouais, mais j'aime beaucoup. Mais et si on faisait ça tous les jours ? Parce que vous qui écoutez Sud Radio, c'est Anthony, quand je me suis installée au micro, me dit « Ah Laurence, vous êtes ravissante ». Anthony, c'est notre jeune réalisateur. Et du coup, je dis à Jean-Luc, vous avez vu Jean-Luc comment il faut savoir me parler. Donc il se rattrape. Vous êtes bien aussi d'ailleurs, vous avez toujours bonne mine, c'est toujours un ravissement de vous retrouver tous les samedis matins, l'ami Jean-Luc. Beau comme un camion, on dirait. Beau comme un camion. Les caresses de chien, ça donne des puces, disait ma grand-mère. Vous l'avez cherché, jeune homme. Alors, beaucoup de sujets hyper intéressants cette semaine. On va d'ailleurs parler... Que des compliments, on va parler des ADAS et des fameuses alertes de vitesse. Est-ce que c'est dangereux quand on va conduit ? s'intéresser à une ZADAS. Une ZADAS. Une aide à la conduite. Voilà, exactement, qui n'en est pas une, c'est l'alerte de survitesse. J'en entends déjà qui sont en train de râler en disant « Mais si, c'est vachement bien ». Je vous explique pourquoi c'est vraiment une C avec des petits points. Voilà. On va parler aussi, on va jouer au jeu des 1000 bornes ce matin. Ouais, on jouera au jeu des 1000 bornes avec Ionity, puisqu'ils ont ouvert leur 1000e borne française. On va demander ce qu'ils ont gagné. Est-ce qu'ils ont eu l'increvable, le camion citerne ou le pompier, ou l'interdiction de station. Ou le véhicule prioritaire. C'était bien ce jeu. Ouais. Hein. On va parler de Léonard. C'est un pneu made in France et qui fait partie du rechappage. Oui, la marque Black Star a sorti la gamme Léonard. On en avait parlé au moment où c'est arrivé sur le marché. Ce sont des pneus rechappés. Mais alors la nouveauté, c'est que d'abord, il y a des pneus été. Ils n'ont pas réchappé. Il y a des pneus 4 saisons et il y a des nouvelles dimensions qui vont être disponibles. C'est des pneus qui offrent des qualités presque premium pour un prix très accessible. Donc c'est voilà. Ok, non mais on en parlera, puis c'est bien de mettre aussi Cocorico les marques en avant parce que le pneu chinois est en train d'exploser le marché. C'est 25% du marché maintenant. Votre voiture idéale, c'est laquelle ? Ce sera le sujet de notre dossier de la fin de cette émission parce qu'on ne sait plus quoi choisir aujourd'hui, sérieux, on est complètement perdu. Exactement, plus on a d'informations, plus on est perdu, c'est très paradoxal. Aujourd'hui vous voulez acheter une voiture, vous dites tiens je vais aller voir sur internet et en fait vous sortez et vous savez plus du tout à quel sein vous vouez. Alors s'il y en a un que vous pouvez appeler. Oui, c'est Jean-Luc Moreau sur Sud Radio au 0826 300 300. Mais comme on peut pas aider tout le monde et je peux pas forcément chercher pour les gens leur voiture idéale, Stanislas Laroumé, qui est un journaliste et avec qui j'ai travaillé pendant des années, s'est dit pour répondre à la question de ses amis, il faut que j'achète quoi comme voiture ? Lui, il va répondre à la question. Non seulement il va vous conseiller, mais en plus, il va chercher la voiture, la négocier et éventuellement aller la chercher pour vous. Donc vous restez bien de toute façon comme vous le faites tous les samedis matins jusqu'à midi puisque nous sommes ensemble pendant 2 heures. On vous embrasse tous, on est vraiment ravis. Ça y est, le printemps semble arriver même s'il faisait un peu frais encore ce matin. Et puis surtout, vous nous rejoignez 0826 300 300. Nous avons Aude qui est au standard, Anthony à la réalisation. Vous pouvez bien sûr nous écrire je participe@sudradio.fr. Et vous vous inscrivez vous vous abonnez à la page YouTube de Sud Radio. Vous savez pourquoi ? On est à 3000 personnes du million. 3000 abonnés. Venez. On va faire la fête tous ensemble. Non, ce que je voulais préciser également, c'est qu'on va avoir aussi un témoignage incroyable je crois que c'est Émile qui est en Alsace et qui a plein de questions à nous poser. On va le retrouver dans la première heure. Vous allez voir. De tremblement de terre. Ouais, il y a quelque chose d'assez étonnant. Bref, c'est une émission passionnante comme tous les samedis. Allez, c'est parti, on parle auto avec vous. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et vous êtes déjà nombreux sur la page Facebook de Sud Radio. Nathalie, Christophe, Alphonse, Stéphane, tout le monde est déjà arrivé. Enfin, tout le monde. Vous êtes en train d'arriver, vous êtes les bienvenus. Et vous savez que je poserai vos questions au micro. Tiens, voilà, j'en parlais. Il s'appelle Émile. Il est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Émile. Bonjour Émile. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Et nous allons accueillir aussi Vincent Martinier qui est directeur marketing de TomTom pour la France et vous allez comprendre pourquoi il est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, Émile, on vous écoute et on vous écoute avec d'autant plus d'attention que ça fait un moment que je dis qu'on va creuser un peu plus le sujet et vous allez voir que, alors moi j'ai l'expérience évidemment des essais de tous les nouveaux modèles qui sont tous équipés depuis juillet 2024 à cause de cette fameuse réglementation européenne GSR2 de ce qu'on appelle une alerte de survitesse. J'explique l'alerte de survitesse. Quand vous dépassez la vitesse qui est normale, alors
pour la voiture, qui est la limite de vitesse que la voiture vous donne. C'est-à-dire, est-ce que c'est la bonne, pas la bonne? C'est la question qu'on va poser à Vincent Martinier. Mais quand vous dépassez la limite de vitesse qui est en mémoire, enfin que le véhicule estime être la vitesse limite, ça se met à sonner. Et ben voilà. Et moi j'essaie une Link & Co là en ce moment, la 02. J'ai réussi à tout enlever, mais ça n'arrêtait pas de sonner. Ça sonne de Émile, partout. on vous écoute. Oui, on vous écoute, Émile. Oui, déjà bravo pour votre émission. Merci. Oui, en fait, je voulais intervenir sur ce sujet parce que ces assistances à la conduite, c'est censé donc nous aider, mais moi je trouve que ce sont surtout des perturbateurs de conduite. Je me demande si on fait pas fausse route en fait, parce que j'ai eu l'occasion régulièrement Alors ma voiture n'a pas ce dispositif, heureusement elle est de 2023. Je dois juste désactiver l'assistant de trajectoire. De maintien dans la file, oui, bah oui. C'est ça, exactement. Mais je conduis régulièrement en voiture de location, donc des véhicules équipés de l'alerte de survitesse. Et en fait, je trouve moi que ça impacte énormément ma sérénité au volant en fait et mon attention, c'est-à-dire que. Oui, ça surprend. On est d'accord. Ça surprend. Exactement. Vous avez quoi comme voiture? Alors moi, j'ai un Toyota CHR donc, qui n'a pas cette option, heureusement. Mais je conduis régulièrement un Yaris Cross qui a été immatriculé à juillet 2024. Et c'est vrai que dès qu'on dépasse d'1 km/h, tout à coup on a une alerte sonore, une alerte visuelle. Et je dois dire que si à la base on est détendu, on est bien, et ben en fait ça ajoute un stress. Alors je vais me faire l'avocat du diable. Moi ça me donne des petits coups d'électricité quand ça arrive. Je vais me faire l'avocat du diable. On pourrait dire oui, mais vous dépassez la vitesse, donc c'est normal d'être prévenu parce que vous dépassez la vitesse. Et c'est là que le bas blesse, parce que parfois ça sonne. Vous êtes sur, je prends un exemple, ça m'est arrivé ça m'est arrivé encore cette semaine. Vous êtes à 130 km/h sur l'autoroute et d'un coup ça se met à sonner et la limitation de vitesse c'est 90. Alors vous dites mais c'est bizarre, il n'y a pas de panneau 90 et vous vous rendez compte en fait que à la fois la cartographie est peut-être pas forcément bonne, c'est la question qu'on va poser d'ailleurs à Vincent Martinier, et que peut-être que le lecteur de panneaux, parce que vous avez une caméra aussi qui lit les panneaux, c'est basé sur 2 systèmes en fait cette alerte de vitesse et ça dépend des constructeurs. Il y a un algorithme qui gère entre les deux. Voilà, vous avez la lecture des panneaux et vous avez la limitation de vitesse qui est donnée par les gens qui font la cartographie. Et parfois, je vais dire dans 20% des cas, on est dans les choux. Donc, si c'était toujours bon, on se dirait, bon, je respecte la vitesse, tant mieux, ça m'aide à ne pas dépasser la vitesse. Mais le problème, c'est que quand 3-4 fois, vous avez des alertes, alors que vous êtes très largement en dessous de la vitesse autorisée ou que la vitesse affichée, je vais dire n'importe quoi, mais le summum, c'est une fois, ça m'a affiché 30 au lieu de 130, donc bon, évidemment, ça s'est mis à sonner. Vous aviez fumé quoi avant? Non, pas du tout. Et on va. Bon, alors on prend Vincent Martinier. Vincent Martinier, directeur marketing de TomTom pour la France. Donc TomTom, tout le monde connaît aujourd'hui. Vous fournissez les cartographies aux constructeurs. Déjà, alors ces cartographies, elles sont mises à jour tous les combien? Parce qu'il y a des changements de limitation de vitesse en permanence. Par exemple, à Paris, on est passé sur le périphérique de 70 à 50. Sujet sur lequel on reviendra bientôt, puisqu'il est possible que ça évolue. Vincent. Alors, faut bien. Elles sont mises à jour dans nos cartographies en permanence, au quotidien. C'est-à-dire que nous, tous les jours, c'est des millions de changements qu'on opère dans nos cartographies. Donc, sur le fond de carte, elles sont mises en permanence en temps réel aujourd'hui. Le problème dont vous parlez, c'est à quelle vitesse elles sont mises à jour dans votre système, dans votre voiture. C'est ça, finalement, la question. Et c'est là où, effectivement, il peut y avoir une certaine latence. Pour certains constructeurs, ils vont mettre à jour la cartographie tous les mois. Pour certains autres, tous les 3 mois, voire plus. Parfois, elle est plus mise à jour. Vincent Martinier, excusez-moi, ce que vous avez dit, c'est que c'est des milliers de changements par jour. Des millions. Par jour, juste sur la France ou sur le monde? Sur la France, même sur la France, c'est des millions, parce que alors ça, pas uniquement de pas vitesse. Uniquement de limitation de vitesse. Ça peut être aussi la géométrie de la route. Mais c'est le propre d'un cartographe, c'est d'être capable de toujours mettre à jour une cartographie, ce qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, nous, on a des véhicules de
contrôle. Et aujourd'hui, on se base sur ce qu'ils appellent des SDO, c'est-à-dire aujourd'hui, on travaille avec des accords et les constructeurs, on va en parler probablement, ont équipé aujourd'hui leurs véhicules de caméras, de capteurs qui captent ces vitesses aussi, ces panneaux, et nous remontent les informations. Donc une cartographie, elle est mise à jour par aussi tous les véhicules qui circulent et qui capturent les vitesses par les caméras, remontent au cartographe ces vitesses, et la cartographie est en permanence mise à jour. Et en plus, alors on sait aujourd'hui que les véhicules récents sont ce qu'on appelle en bon français over the air, c'est-à-dire qu'ils sont reliés à Internet et peuvent remonter les informations au constructeur, et inversement, le constructeur peut télécharger de nouvelles informations, en particulier les cartographies mises à jour. C'est ça, mais tout ça, ça a un coût, c'est toujours pareil, c'est que c'est de la donnée, et comme sur votre téléphone, vous allez faire des échanges de données, des remontées et des redescentes de données, et à un moment donné, il faut que quelqu'un paye, souvent le constructeur, et c'est là où le constructeur va limiter cet échange à un moment donné dans la capacité de mettre à jour ces cartographies et tout le logiciel de la voiture. Et autre problème qu'il peut y avoir aujourd'hui, même si la précision s'est accrue depuis les débuts du GPS, on n'a pas forcément, si on a deux routes parallèles, on peut très bien avoir un GPS qui se trompe de 10 mètres et vous indique la limitation de vitesse sur la petite route ou le chemin qui borde l'autoroute en fait. Et après j'ai une réaction à partager avec vous aussi, Vincent Martinier et Émile. Deux choses. D'une part, le système ISA, alors il faut bien comprendre, c'est effectivement, vous l'avez dit, un système qui doit permettre aux gens de comprendre là où les vitesses ont changé. Il n'est pas supposé être intrusif, du moins il n'est pas aujourd'hui directif, il ne va pas vous baisser votre vitesse automatiquement, mais il est là pour vous avertir, pour vous informer et pour vous assister. C'est le principe des ADAS, c'est des assistances. Alors effectivement, ça peut être... Alors c'est des assistances, pas que, Vincent. Il y a des ADAS qui, par exemple, le freinage automatique, c'est pas que pour vous assister. Le maintien dans la file active, c'est pas que pour vous assister. Et c'est vrai que le principe, il est de... Alors, on va avoir des systèmes qui à 90% ou 99% vont être fiables, et qui a conduit déjà une voiture avec des aides au freinage ou en freinage en cas d'urgence. On peut aussi avoir parfois le remercier pour avoir... Oui, moi ça m'est arrivé. On peut le remercier une fois. Une fois, alors que 10 fois, il va freiner pour rien. Bah oui, mais oui. Alors, parlez pas en même temps tous les deux. Vincent. Non, mais c'est ça. C'est vrai que moi, pour les systèmes ISA, pour revenir à ce système, oui, mais Vincent, il y a quand même une obligation d'être fiable à 90%. Alors c'est vrai que les 10% qui restent, on va... Vincent, excusez-moi, je voudrais juste, parce que partager avec vous la réaction d'Alphonse sur la page Facebook de Sud Radio, et vous allez me dire, certains systèmes de lecture des panneaux considèrent les logos des limitations de vitesse derrière les camions, 50, 70, 90. C'est ce qui arrive souvent l'autoroute quand vous doublez un poids lourd. Donc c'est pour ça que le système repose sur deux sources, et vous l'avez dit, Jean-Luc, c'est à la fois les caméras et les systèmes de données cartographiques, pour pouvoir justement pallier ou du moins pouvoir régler ces différents cas. Les vitesses pour une caméra, par exemple, la caméra ne va pas connaître les vitesses dites implicites, c'est-à-dire que lorsque vous rentrez sur l'autoroute, il n'y a pas toujours le panneau 130, lorsque vous rentrez en ville, il n'y a pas le panneau 50, ou alors les mauvaises circulations, ou un camion qui vous cache un panneau. Donc la caméra en soi, elle a une capacité relativement limitée pour vous indiquer les bonnes vitesses. C'est pour ça que le système ISA a obligé les constructeurs à doubler ça des données cartographiques qui, elles, vont avoir précisément le point cartographique, mais on a un système qui va aujourd'hui, quand on fait des tests, on est à 95% de fiabilité sur nos cartographies de points d'emplacement des panneaux cartographiques. Mais effectivement, comme on le disait tout à l'heure, le problème fréquent, c'est l'obsolescence des données, d'une part, parce que les vitesses changent régulièrement par rapport aux travaux, aux nouvelles régulations, par rapport aux nouvelles réglementations, et puis l'absence d'indications claires et puis les mauvaises remontées ou les mauvaises mises à jour dans son véhicule. Et c'est là qu'il y a encore des progrès à faire, effectivement, dans la révision de ces données. Il y a eu un progrès, pour vous dire à quel point cette réglementation européenne est stupide, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est que entre juillet et maintenant, il y a une évolution chez les constructeurs. Puisqu'au départ, en fait, il faut 2 actions réglementaires pour annuler cette alerte de survitesse. Donc, au départ, il fallait rentrer dans des menus, des sous-menus, c'est-à-dire à chaque fois que vous arrêtez 5 minutes, même sans couper le moteur, vous redémarrez, ça repart. Donc, ça obligeait les gens, au moment où ils partaient, puisqu'on a
a compris que la fiabilité était pour l'instant pas totalement assurée. Ça obligeait les gens, quand ils avaient eu 2-3 fausses alertes, à couper le système, donc à rentrer dans des menus, des sous-menus, à quitter la route des yeux pendant 30-40 secondes. C'est hyper dangereux. Maintenant, les constructeurs ont compris, et il y a un petit bouton qui est dédié pour couper l'alerte de survitesse, qui prouve bien que même les constructeurs ont conscience que ce système n'est pas une aide à la conduite. C'est plus un perturbateur qu'autre chose. Alors, les alertes sonores au moins, parce que... oui, sonores, on parle des alertes sonores, on parle que des alertes sonores. Parce que le petit logo qui clignote sur le tableau de bord avec l'indication de la vitesse, a priori c'est plutôt bien, ça c'est bien. Oui, c'est ça. Mais l'alerte de survitesse qui fait bip, bip, bip en permanence, franchement, il y a un moment, c'est vrai, on a envie de mettre un coup de marteau. Ah ben, je vois bien que vous êtes énervé. Alors, on va laisser Vincent Martini répondre, puis après, on va reprendre Émile qui a une autre question à nous poser, parce que le temps passe vite, mon ami Jean-Luc. Non, mais Émile, on va faire une pause, et puis après on reprend Émile. Oui, c'est ça, voilà, après la pause, mais il y a un moment, vous savez, on a des obligations. Je veux savoir parce que Émile parlait d'un véhicule neuf de 2023, si j'ai bien compris, mais le système ISA est même mis en place pour les nouveaux véhicules en 2022. Alors ça dépend si c'était effectivement pour les nouveaux modèles en tout cas. Donc ça dépend. C'était quoi, Émile? C'est un CHR, mais CHR, oui, mais c'est plus ancien. Mais pas le nouveau. La plateforme était pas le nouveau. D'accord. Bon, bah écoutez, Vincent Martini, moi je vais vous offrir une vraie invitation avec beaucoup de tendresse, d'amitié, de venir avec nous un samedi matin dans l'émission, en direct, en studio, parce que j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne, TomTom. Je pense qu'on aura plein de questions aussi sur tout ce qui est cartographie, GPS, etc. D'accord? Bon, donc on l'a compris, le sujet n'est pas terminé. On l'a compris, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, l'ami Jean-Luc ne les supporte pas, ces ADAS. Et je suis d'accord avec lui. J'ai tout enlevé sur la Lynk & Co. Je suis obligé de le refaire à chaque fois que ça démarre. Mais c'est assez pratique sur cette voiture, ça va. Vincent Martinier, merci beaucoup. On fait une pause, vous qui êtes directeur marketing de TomTom. On vous souhaite un bon week-end. Merci à vous. Merci. Et donc, rendez-vous est pris prochainement, on va vous appeler. Et Émile, restez avec nous parce que vous allez nous faire découvrir quelque chose d'incroyable. Incroyable. On va rester un peu terre à terre là sur ce coup-là. Oh. Et nous allons tout simplement vous poser une question. Si dans votre village, à côté de votre maison, un forage avait lieu pour une mine, quelle qu'elle soit, comment réagiriez-vous? Émile, vous êtes resté avec nous au 0826 300 300. C'est le deuxième sujet que vous nous avez présenté en nous écrivant je participe@sudradio.fr en mettant on parle auto dans l'objet. Racontez-nous, Émile, ce qui vous arrive. C'est exactement ce qui nous arrive, effectivement. Donc, j'habite à Soufflenheim, une commune alsacienne au nord de Strasbourg, très charmante, connue pour ses potiers. Et nous avons appris la semaine dernière dans le journal qu'un forage de lithium allait être installé en plein cœur du village, en fait. Par la société Lithium de France et mandaté sous l'égide du ministère de la souveraineté industrielle et numérique. Et donc concrètement, c'est une zone inondable, déjà faut le savoir. Et ils veulent donc forer à 3000 mètres de profondeur pour, dans un premier temps, faire de la recherche de lithium. Et dans un second temps, donc on ne sait pas trop, mais j'imagine quand le puits est fait, exploiter le lithium. Et donc c'est à 150 mètres des premières habitations. Et donc on a appris ça dans le journal la semaine dernière, voilà. Wow. Alors, il n'y a pas que de l'extraction de lithium, en fait, c'est de la géothermie profonde, c'est ça la... Non, pas dans votre cas. Il y a deux choses potentiellement. Donc c'est à 3000 mètres de fond, c'est de la saumure à 170 degrés. Donc on peut effectivement faire de la géothermie. De la géothermie pour alimenter les habitations, ça sous-entend des travaux très chers, donc c'est pas le cas. Ce serait on peut produire de l'électricité, hein. Parce qu'en fait, il y a un précédent à Strasbourg. Vous l'avez appris par le journal, ça veut dire qu'il n'y a même pas eu de réunion d'information auprès de la... Alors là, en fait, donc en décembre, il y a une demande d'autorisation environnementale qui a été déposée. La société en elle-même a un permis minier pour une zone en Alsace. Et donc les consultations ont lieu jusqu'en juin. Et en juin, le préfet donnera son avis. Il y a une pétition qui est en cours d'ailleurs sur change.org pour dénoncer en fait ce projet qu'on estime. Alors on n'est pas contre le lithium ni contre la souveraineté. Voilà, on en parle dans On parle auto parce que le lithium c'est pour les batteries des voitures électriques. Entre autres pour les batteries, mais pas que. Alors il y a parce que
on va replanter le décor. Hein. Je me suis un petit peu intéressé. Planter en forêt ? Oui, on va replanter. En France, on fait assez peu. Alors, il y a, en général, on exploite la géothermie profonde pour faire de l'électricité. Et il se trouve qu'en Alsace, il y a également beaucoup de lithium dans cette saumure, donc on pourrait exploiter le lithium. Alors, on peut faire les deux en même temps. C'est quelque chose qui se fait assez peu en France. Je ne parle pas de l'exploitation du lithium, je parle de la géothermie profonde, ça se fait beaucoup en Allemagne. En France, il y a eu un cas où effectivement, cette géothermie profonde a causé des séismes. Il y a eu 2 séismes qui ont été alors je l'ai noté, de magnitude 3,5 et 2,6 sur l'échelle de Richter. 3,5, ça commence à trembler pas mal. Oui. C'était à proximité d'habitation, donc on comprend. C'était où, en Alsace ? Oui, c'était en Alsace, à côté de Strasbourg. Donc on comprend que les habitants, quand ils voient qu'on va forer à côté de chez eux, ils aient des inquiétudes en se disant si j'ai des tremblements de terre chez moi... à 150 mètres des habitations, nous dit Émile. C'est pas trop cool. Entre-temps, alors l'exploitation... Et Jean-Luc, si je peux me permettre, c'est la société Fonroche, donc ils ont demandé l'arrêt pur simple. Oui, ils ont arrêté. Ouais. Et cette société a été rachetée par Averne, qui maintenant possède Lithium de France, qui veut faire à nouveau ce forage. Alors, voilà. il y a eu depuis l'arrêt de cette exploitation, parce que en fait, ils voulaient fournir de l'électricité, donc il y a une usine qui avait été construite, tout a été arrêté. Il y a depuis, évidemment, une enquête qui a été menée, et les Allemands, qui sont des spécialistes en la matière, sont venus en disant attention, il y a un truc que vous avez fait pas bien, voilà, parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de séisme. Alors c'est la réinjection de l'eau, parce que quand vous pompez de l'eau qui est chaude, vous transformez en électricité avec une turbine à vapeur et vous réinjectez l'autre, faut la réinjecter sous pression pour aller à des profondeurs de 3 à 5 000 mètres. Et en fait, l'eau a été réinjectée au mauvais endroit à des pressions trop fortes. C'est ça qui a créé... les tremblements de terre. Les tremblements de terre. Donc ils sont en train d'étudier la possibilité de faire un nouveau forage pour réinjecter l'eau un peu plus loin dans une zone qui serait plus stable et à des pressions qui sont plus faibles. Jean-Luc Moreau est devenu Mac Lesguy. Oui, c'est ça. Donc dans votre cas, j'ai lu aussi que la société qui compte faire ce forage... justement, allait profiter de l'expérience malheureuse de cette géothermie profonde près de Strasbourg pour ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, il y a, entre guillemets, certaines garanties. Maintenant, je comprends si c'est à 150 mètres de chez vous, évidemment, que ça vous fasse peur. Ça serait le cas chez moi. Ouais. C'est exactement ce que vous expliquez sur Fonroche. En fait, ils avaient creusé à 5000 mètres. Et en fait, ils sont censés réinjecter l'eau dans le même réservoir que là où ils extraient. Et a priori, ils ne communiquaient pas, donc ça crée des différences de pression. Mais le souci, c'est indépendamment de ça. Et ce volant, vous allez pouvoir le regarder en détail sur la page YouTube de Sud Radio, où vous êtes presque 1 million d'abonnés. Continuez de vous inscrire. Les extraits sur la page tout de suite Facebook de Sud Radio, l'ami Jean-Luc. BMW 220 Grand Coupé. Alors l'appellation Grand Coupé série 2 pourrait laisser penser que c'est une voiture qui est dérivée du Coupé série 2. Il n'en est rien. On a plutôt affaire à une version berline de la série 1, dont elle reprend d'ailleurs l'architecture, c'est-à-dire un moteur 3 cylindres transversal, traction. C'est la seconde génération de ce
ce coupé 4 portes, pour faire simple. Et même s'il ne s'agit pas d'un nouveau modèle à part entière, les modifications esthétiques sont non négligeables. Par exemple, l'avant reprend les codes stylistiques de la nouvelle série 1, et puis les évolutions sont plus marquées sur la partie arrière. Notons au passage que notre finition M Sport est équipée d'un châssis surbaissé du 8 mm, de jantes de 18 pouces et de très beaux étriers de frein spécifiques qui sont peints en rouge. Voilà. Bon, c'est la poupe qui est vraiment totalement différente pour lui donner un caractère plus sportif. C'est visible, on va le voir à l'arrière avec le béquet sur la malle, ou les feux qui sont inspirés du X2 BMW, évidemment. Sur notre version 220 à hybridation légère 48 volts, la batterie empiète sur le volume du coffre, hélas, qui n'est plus que de 360 litres. Et puis les jolies portes sans montant font découvrir que c'est pas non plus Versailles au place arrière, surtout pour un véhicule qui mesure 4,54 m de long. Voilà les deux principaux défauts de la voiture. Bon, perso, j'arrive pas non plus à être fan du design des nouveaux tableaux de bord BMW. C'est trop épuré avec les deux grands écrans sur une dalle incurvée. J'apprécie moyennement le graphisme des compteurs. Heureusement, ici, ils sont doublés d'un affichage tête haute, mais je regrette surtout le tout tactile, même pour la gestion des fonctions essentielles comme la climatisation. Heureusement, la réactivité du système, elle est bonne, parce que BMW a travaillé avec Android, c'est cette petite société qui développe des trucs, là, ils ont optimisé, c'est le BMW OS 9 et ça marche plutôt pas mal. Bon, rien ne rattrape en revanche l'aspect cheap et peu pratique des aérateurs, pas même les touches sur la console centrale pour commander le volume de la radio, la boîte de vitesse, le démarrage ou les modes de conduite. La finition M Sport est très bien équipée avec par exemple des sièges massants, réglage électrique et chauffant, des sièges en Alcantara, puisqu'il n'y a plus de cuir à ce niveau de gamme sur les BMW. Quand on soulève le capot, la différence avec le coupé série 2 est totalement flagrante. Ici, le moteur est placé transversalement, c'est-à-dire, vous voyez ce que c'est transversalement, Laurence ? Oui. Vous voyez, voilà. Car il entraîne les roues avant. Mon Dieu, une BMW traction, qui a l'air sportive, mais traction. Bon, il s'agit d'un petit 3 cylindres, essence 1,5 litre turbo fonctionnant en cycle Miller. Il est épaulé par un moteur électrique synchrone à aimant permanent, développant 19 chevaux et 55 Nm de couple, alimenté en 48 volts par une batterie de 0,9 kWh qui est logée dans le coffre, vous l'avez compris, et qui prend la place. On a une boîte de vitesse automatique 7 rapports qui intègre ce moteur électrique. La puissance totale est de 170 chevaux. Alors avec les grandes roues et les suspensions surbaissées, je me suis dit oulala, d'ailleurs j'ai testé la voiture sur des pavés du Moyen-Âge, je me suis dit bon, je vais perdre mes plombages et mon dentier. Pas du tout. Alors c'est ferme, attention, mais c'est pas tape-cul. Et puis la qualité de l'amortissement se marie d'ailleurs bien avec la douceur de la mécanique. En conduite tranquille, la boîte se fait totalement oublier, puis le moteur reste discret. Il devient un peu plus sonore, mais avec un joli bruit quand on le sollicite. Le qualificatif qui lui va le mieux à ce moteur, c'est pétillant. Des bonnes accélérations, 0 à 100, 7 secondes 4, des reprises toniques grâce à l'apport du couple du moteur électrique. Au volant, c'est donc bien une BM, d'autant que le châssis a été amélioré par rapport à les versions précédentes. Un dynamisme qui fait oublier les 1525 kg de l'ensemble. Et puis vous avez une petite palette à gauche du volant, marquée Boost, qui permet aussi de donner des ailes à l'auto. Lorsqu'on appuie pendant 3 secondes, on a le couple maxi du moteur électrique. Pendant 10 secondes, c'est bien pour doubler. On voit la vidéo sur la page Facebook de Sud Radio. C'est quoi ce qui clignote ? Parce qu'Anthony dit c'est Star Wars sur l'écran. Non, je vous explique à la fin. Pour rien gâcher, le grand coupé 220 se montre silencieux sur autoroute et surtout particulièrement frugal. 4,5 litres à 110 km/h. En ville, hélas, le système 48 volts ne permet pas de roulage en 100% électrique comme c'est le cas sur les modèles de Stellantis. Qu'importe, la consommation est plus basse que sur ces derniers, avec une moyenne de 5,8 litres au 100 pendant notre essai. Vous ne serez pas ruiné à la pompe, ce qui sera peut-être pas le cas quand vous irez chez le concessionnaire, parce que la silhouette coupé 4 portes est en effet vendu 3 500 € plus cher que la série 1, ce qui met notre 220 M Sport à 46 600 €. Mais je vais vous faire des économies si vous voulez. Le look M Sport, vous pouvez prendre la finition M Sport Design. Elle ressemble à la M Sport, mais elle n'a pas le châssis surbaissé, elle a un peu moins d'options et elle est quand même nettement moins chère. Voilà.
Et qu'est-ce qui clignotait? Oui. Ce qui clignotait, c'est la caméra qui arrive. En fait, c'est les petits capteurs pour, vous savez, on surveille maintenant le conducteur pour savoir s'il s'endort pas au volant ou s'il va pas faire des choses à la voisine. Hein. Oui. Et ça se met. Mais pourquoi? Mais tout de suite. Sérieux. Ça peut être la voisine qui peut faire des choses. Dites donc. Ça se met à sonner et clignoter. Mais là, on le voit parce que vous filmiez, mais sinon ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Voilà, on le voit pas. C'est juste parce que vous filmiez. On le voit pas. Et d'ailleurs, c'est un truc à désactiver d'entrée quand on est dans la voiture, parce qu'il suffit que vous consultiez le GPS et ça se met à sonner tout de suite. Alors moi, ça se met à sonner sur la Lynk & Co là, et j'ai un petit mot qui me dit restez concentrés, restez concentrés. Non, mais il va se taire. Oui, c'est ça. Entre ça qui se met à clignoter, à biper, l'alerte de survitesse qui se met à clignoter, à biper, le maintien dans la file qui vous donne des à-coups dans le volant, et puis le détecteur d'angle mort qui va biper quand il y a une voiture qui va arriver. Il y a un moment, c'est plus, ça bip de partout et on devient complètement dingue. Voilà, et puis là, pour le coup, on conduit avec nos 5 sens. Vraiment, c'est infernal, mais c'est comme ça. Merci beaucoup. La vidéo totale, moi j'aime bien sa ligne. J'aime moins, je suis assez d'accord avec vous, son intérieur. L'intérieur, j'aime pas. Moi, je suis assez fan de BM en général, mais l'intérieur, ça manque. Mais l'intérieur, ça manque d'identité. C'est froid, les plastiques, c'est pas valorisant. Enfin bon, dommage. Vincent Salimon, patron de BM, si tu nous entends. C'est pas lui qui changera ça. Mais si tu peux passer des messages en Allemagne, ça pourrait être cool. Allez, vous retrouvez toute la vidéo et au complet de cet essai de la BMW 220 Grand Coupé de l'ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio. N'hésitez pas à suivre. On va parler de Ionity qui vient de mettre en place sa 1000e borne de recharge en France. Et notre invité, Brieux de Stonquédec, est avec nous pour nous en parler. Et nous allons parler de Ionity qui atteint les 1000 bornes. Et je voudrais vous poser des questions. Est-ce que vous avez une voiture électrique? Est-ce que vous vous rechargez sur des bornes extérieures à la maison? Lesquelles préférez-vous? Vous pouvez réagir tout de suite sur la page Facebook de Sud Radio. Lesquels sont bien, voilà, exactement. C'est la journée mondiale du compliment, donc vous appelez pour dire que Ionity c'est bien, puisqu'on a Brieux de Tonquédec avec nous, qui est le country manager France et Benelux. Bonjour. Bonjour. Un mot sur Ionity, vous nous expliquez qui vous êtes, ce que c'est et depuis quand? Alors, Ionity est le leader français et européen des stations de recharge ultra rapides pour véhicules électriques ouvertes à tous. Donc ces stations, elles permettent de recharger jusqu'à 300 km d'autonomie en seulement 15 minutes. Et selon nous, c'est la clé de voûte, c'est l'élément manquant pour motiver les gens à passer à la voiture électrique. D'accord. Et là, vous venez donc d'avoir à la fois l'as du volant, l'increvable, le jeu des 1000 bornes. Vous avez franchi les 1000 bornes. Les 1000 bornes. Exactement. On est très heureux d'avoir atteint les 1000 points de recharge ultra rapides en France. Ça représente en fait un maillage qui est déjà très conséquent et qui permet d'aller à peu près partout en longue distance en France et en Europe. En combien de temps? Il n'y a pas de zone. Si, un petit peu. Si. Un petit peu délaissée en France. Si, quand même. Au cas par cas, il reste des zones, mais avec des véhicules qui ont aujourd'hui des autonomies qui dépassent les 300 km. Pour la majorité des véhicules électriques, vous pouvez maintenant aller partout sans stress. On rappelle un quart d'heure pour faire 300, enfin pour retrouver une autonomie de 300 km. Ça dépend des voitures, ça dépend de la température extérieure, ça dépend de tellement de facteurs que professeur on peut pas, électrique. Ça dépend de l'état de charge de votre batterie. Si vous êtes à 10%, c'est clair que vous allez grimper rapidement à des puissances élevées. Si vous avez préconditionné la batterie, ça va être le cas aussi. S'il fait très chaud dehors, en revanche, ça chargera moins vite. Bon, il y a mais la règle de dire on récupère tant de kilomètres en tant de minutes, elle n'est pas valable. On parle vrai sur Sud Radio. Exactement, mais c'est sûr qu'il y a une acculturation en fait. De la même manière qu'il faut savoir différencier le diesel du sans-plomb, quand on passe à la voiture électrique, on doit aussi réapprendre des choses. Et ça, on a vraiment fait le constat chez Ionity qu'il fallait accompagner les clients, les usagers, pour leur réexpliquer. Donc en effet, on va conseiller de charger de 10 à 80%, parce que souvent, en fonction des technologies de batterie, vous allez mettre le même temps pour récupérer de 80 à 100%. Donc on parle en général de saut de puce. On va s'arrêter pour la longue distance. Il y a une image qu'avait donnée Elon Musk. Alors je suis désolé de parler de lui, mais que je trouve très parlante quand il dit voilà, quand vous rechargez une batterie, c'est comme quand vous arrivez au supermarché sur le parking. Au début, s'il y a personne, vous trouvez une place tout de suite, donc l'électron il se gare tout de suite. Et puis à la fin, s'il reste plus qu'une ou deux places, elle est tournée. Et donc la charge de la batterie va prendre plus de temps quand on arrive pour la remplir au maximum. Comment ça fonctionne une borne Ionity? Donc une borne HDI de charge rapide? Alors une borne Ionity, on va vous proposer jusqu'à 400 kW maintenant. Jusqu'à 400 kW jusqu'à 400 kW maintenant. Avant on était à 350 et on vient de passer à la puissance supérieure. Donc 400 kW au creux de la main. Donc ça c'est vraiment l'élément impressionnant, c'est que la puissance qui est équivalente à la puissance de
plusieurs immeubles d'habitation. On vient vous la mettre dans un connecteur final que vous avez juste à brancher pour lancer la recharge. Oui, tout le monde disait au début on pourra pas bouger les connecteurs tellement ils vont être lourds. C'est pas le cas. Moi, je me sers souvent des bornes Ionity, ça va. C'est pas le cas. Alors c'est sûr que c'est plus lourd c'est plus encombrant qu'un câble traditionnel, mais ça va. Ils sont sur les bornes en plus. Vous n'avez pas jusqu'à présent des gens venus des pays de l'Est Non, on a vu quelques exemples, mais c'est vraiment pas la majorité des cas. Et aujourd'hui, du coup, on est très fiers de pouvoir proposer ce service à tout le monde et venir également s'étendre le long des centres urbains. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vos bornes? Parce qu'on parle de courant AC/DC, on parle pas d'hard rock, hein, mais continu et alternatif. Comment ça fonctionne en fait? En fait, ce qu'on a réussi à faire sur ces bornes ultra rapides, c'est de mettre un écosystème industriel en amont de la borne pour pouvoir bypasser les chargeurs embarqués des voitures et délivrer le plus de courant directement dans la voiture. D'accord ? Donc, on passe directement en courant DC, qui est le courant des batteries, pour venir s'incorporer directement dans la continu, pour ceux qui nous écoutent. Du coup, on se recharge directement en courant continu. Oui, il n'y a pas Justement, sur cette technologie de courant continu, vous dites on est passé à 400 kW. Je crois que c'est ABB qui vous fournit une partie de la puissance, enfin de l'électronique de puissance. Eux disent on est prêt pour le 1 kW. Le mégawatt. 1 mégawatt de puissance, on est prêt pour le 1 mégawatt. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir encore progresser sur ces bornes-là? C'est sûr qu'on va pouvoir progresser. Ça progresse au niveau des voitures. On a aujourd'hui, on va dire 200 kW de puissance de charge, c'est devenu presque entre guillemets standard. Il y a des voitures premium qui montent à 350 kW et on nous annonce avec les batteries solides des puissances qui vont aller jusqu'à 800 kW. Donc tout à fait, on est aux prémices du développement des batteries et de la technologie qui est autour. Quand on a commencé Ionity en 2017 avec les premières stations installées en France en 2018, on installait des bornes 350 kW alors que les véhicules les plus performants pouvaient en accepter 120. Et en fait, on a anticipé le marché, non seulement pour rassurer les utilisateurs, mais aussi pour que les bornes qu'on a installées en 2018, elles soient encore d'actualité aujourd'hui. Elles ne sont pas dépassées. Ouais. Une petite parenthèse, il y a 15 ans, quand on parlait de charge rapide, on parlait de 50 kW de puissance. Aujourd'hui, on est à 400 kW et on voit que ça va encore augmenter. Et vous qui nous écoutez, comment vous rechargez? Mettez-moi sur la page Facebook de Sud Radio qu'on partage tout ça. Il y a eu au départ des soucis de disponibilité des bornes. Il y avait un problème de maintenance. Est-ce que c'est réglé aujourd'hui? Et le taux de disponibilité des bornes, il est de combien chez Ionity? Est-ce que tu peux développer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'arrivais à la borne, à un endroit, ça marchait pas. Il y avait des bornes en panne. Voilà. Bon, alors chez Ionity, on les voit tout de suite parce qu'elles sont matérialisées. Il y a un bandeau lumineux, donc on voit si la borne elle est fonctionnelle ou pas. Mais il y a eu, moi, je remonte 5 ans en arrière, je vais pas dire une fois sur deux, j'avais une borne qui était défaillante ou des puissances qui finalement ne décollaient pas. On savait pas si c'était la borne, c'était la voiture. Aujourd'hui, c'est des soucis qui sont réglés. On sait faire la maintenance correctement. De Ionity. Alors, tout à fait. En fait, quand on roulait en véhicule électrique il y a 5 ans, on cherchait une borne. Et concrètement, aujourd'hui, c'est plus le cas. La flotte de bornes de recharge ultra rapide par rapport à la flotte de véhicules a été multipliée par 10 en l'espace de 3 ans. Donc déjà, ça c'est très rassurant pour les utilisateurs de véhicules électriques et pour les futurs utilisateurs de véhicules électriques, c'est qu'on trouve des bornes. Malheureusement, la problématique aujourd'hui pour les usagers, c'est de trouver des bornes qui fonctionnent et qui fonctionnent simplement. On se bat là-dessus avec Ionity depuis maintenant quelques années. Oui, parce que vous avez même du plug and charge, c'est-à-dire qu'est-ce que vous appelez? Il y a certains modèles, vous branchez et puis vous occupez de rien. Qu'est-ce que c'est ça le simplement? Alors le simplement, ça va être énormément de choses. Déjà, pour le taux de disponibilité, pour répondre à votre question, on est à 99% en France de taux de disponibilité par borne. Donc c'est vraiment le seuil qu'on voulait atteindre pour rassurer les utilisateurs. Ça, on l'a fait notamment avec notre propre flotte de techniciens de service qu'on a incorporé chez Ionity, à qui on a fourni des véhicules électriques notamment pour tester les bornes une fois qu'ils les ont réparées. Et l'autre élément, c'est évidemment la technologie et comment on vient faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la plus simple possible. On a fêté les 3 ans du plug and charge, donc ça veut dire cette reconnaissance entre le véhicule et la borne qui fait que vous arrivez, vous vous branchez, et toute seule la charge se lance et vous recevez la facture à la fin du mois. Et on branche toujours la borne en premier, hein?
Non, mais alors là, on peut pas. Il y a pas de choix puisque le câble, il est sur la borne. Donc vous branchez le câble sur la voiture. Voilà. Tout à fait. Pour les bornes ultra rapides, on n'a même pas à sortir son câble. C'est extrêmement simple. Et on se rend compte que cet usage que nous, au début, on destinait aux autoroutes à la longue distance, en fait, les stations sont de plus en plus plébiscitées également au cœur des centres urbains. Et il y a même des véhicules. La nouvelle R5 électrique, par exemple, a du plug and charge. Donc vous branchez, vous vous occupez de rien. Quoi. Vous n'avez pas besoin de mettre une carte, vous avez besoin de rien. Juste au moment où vous voulez arrêter, vous appuyez sur le bouton stopper la charge et puis vous retirez le câble. Oui, c'est parce que du coup c'est pris directement sur mon compte en banque où il y a un système. Il y a un système. Parce que votre voiture est identifiée, il y a un moyen de paiement qui est identifié et il y a un dialogue entre la voiture et la borne qui s'établit. Les Ionity sont essentiellement sur des zones comme l'autoroute où on en trouve aussi, par exemple, je sais que McDo en développe beaucoup, Carrefour, etc. Alors, Carrefour Marquez, j'en ai vu. À la base, le mandat qui nous était donné par nos actionnaires, les grands groupes automobiles, c'était de permettre l'adoption du véhicule électrique en permettant la longue distance. Et en fait, on s'est rendu compte, on a été un peu victime de notre succès sur certaines stations qu'on avait installées au bord des agglomérations. J'aime bien prendre l'exemple du Leclerc d'Auconcourt, donc c'est juste au-dessus de Metz, au croisement de la 4 et la 31. On avait installé cette station à la base un petit peu en cliché pour les Néerlandais et les Belges qui descendaient en vacances dans le sud de la France. Et très vite, on s'est rendu compte qu'elle était également plébiscitée par toutes les personnes de l'agglomération de Metz qui venaient recharger une fois par semaine, un peu comme ils allaient à la pompe. Et en fait, ce constat, on le fait un petit peu partout en France. 50% des personnes qui ont un véhicule n'ont pas de place de parking attitrée. Et pour ces personnes-là, en fait, la recharge lente, c'est vraiment pas simple à devoir aller se débrancher au bout de 11 heures pour libérer la place et ainsi de suite. Et on se rend compte que ces personnes-là préfèrent en fait avoir une borne de recharge ultra rapide, notamment sur leur supermarché, pour aller une fois par semaine quand ils vont faire leurs courses, se recharger en 30 à 40 minutes. Et vous me disiez quelque chose de très important, Brioc de Tonquédec, vous qui êtes Country Manager France et Benelux de Ionity, qui fête sa 1000e borne, que vous vous rendez compte que dans les zones urbaines, les gens préfèrent aller se charger à l'extérieur sur des bornes que d'installer des systèmes chez eux. Tout à fait. Alors, certains, en fait, ne peuvent pas installer de système chez eux. C'est vraiment la problématique. Et dans ce cadre-là, en fait, nous, on s'est rendu compte que les gens ne vont pas charger leur voiture. En fait, ils vont faire leurs courses et ils en profitent pour charger leur voiture là où ils vont faire leurs courses. Tiens, j'ai oublié ma question. Les moyens de paiement disponibles sur votre réseau Ionity. J'allais vous demander ça. Les moyens de paiement et surtout le prix du kilowattheure, parce qu'il y a eu des grosses variations ces dernières années. On en est où aujourd'hui? Le courant passe vraiment entre nous. Alors, au niveau des moyens de paiement, déjà, pour répondre à ça, on a la vocation de proposer tous les moyens de paiement possibles. Depuis maintenant 2 ans, toutes nos nouvelles bornes sont équipées de TPE, donc de terminaux de paiement pour les cartes bleues. Classiques, le plug and charge, on en a parlé, les cartes RFID d'abonnement et ainsi de suite. Le but, c'est de vraiment simplifier l'acte de recharge. Pour les tarifs, pour les bandes ultra rapides chez Ionity, on commence à 33 centimes le kilowattheure. Ce qui parle aujourd'hui à peu près à personne. Ça représente 33 centimes, vous payez 20 centimes du kilowattheure chez vous si vous avez un abonnement classique. Tout à fait. Donc nous, on vous propose en fait un acte de recharge en seulement 15 minutes à 6 € les 100 km. Donc c'est extrêmement compétitif, bien plus compétitif que les carburants usuels. 6 € les 100 km ? Tout à fait, c'est nos premiers tarifs. Et ça, on veut vraiment rassurer les utilisateurs aussi. On est très fiers chez Ionity de ne pas avoir augmenté nos tarifs pendant la crise de l'énergie. On a su absorber les pics de l'évolution du tarif de l'électricité. Et ça, c'est vraiment un message sur lequel on veut rassurer les utilisateurs. Vous aviez autrefois une tarification qui était faite à la durée. Donc ce qui privilégiait, c'était moche, ça privilégiait les riches qui avaient des voitures qui chargeaient vite et ça pénalisait les pauvres qui chargeaient lentement. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le temps d'occupation passé à une borne pour faire de la recharge, le temps moyen? Les gens s'arrêtent combien de temps en moyenne sur les bornes Ionity? Je le connais sur les bornes Ionity, exactement. Il va varier sur autoroute ou sur les stations urbaines, sur lesquelles il est un peu plus long. Et en moyenne en France, aujourd'hui, on est à 28 minutes. On paye uniquement au kilowattheure chez Ionity, donc uniquement à la quantité d'électrons que vous chargez dans votre batterie. Là-dessus aussi, on a pu simplifier les choses. Et en fait, ce 28 minutes, il est lié non seulement aux technologies des batteries actuelles, on a une flotte de véhicules qui parfois ne peut pas encore recharger très rapidement pour les véhicules les plus anciens, mais également en fait aux besoins clients. Et ça, on s'en rend compte de manière assez importante sur notre réseau. On pensait que la durée de recharge allait diminuer de plus en plus, et même quand la technologie des batteries le peut, en fait, on a des personnes qui restent plus
longtemps parce que tout simplement ils sont allés déjeuner, ils sont allés chercher un café aux toilettes. Et je vous invite notamment. Aux toilettes. Je vous invite notamment la prochaine fois que vous êtes sur une aire de service, même en véhicule thermique, s'il y en a encore parmi vos auditeurs. Il y en a plein encore. À calculer le temps que vous allez rester sur une aire de service. On pense tous qu'on y reste 5 minutes. En fait, dans la réalité, le temps d'aller aux toilettes, d'attraper un café, vous y restez une quinzaine de minutes. C'est pour ça qu'on a cet objectif de permettre la recharge en 15 minutes, parce qu'on est persuadé qu'à partir du moment où vous pouvez recharger en 15 minutes, la voiture électrique n'est plus une contrainte. Alors, l'Ionity se développe bien, parce que vous atteignez vos 1000 bornes. Le prix de l'électricité continue d'exploser. Vous voyez l'avenir comment? Parce que quelque part, est-ce que ça va continuer à rester... Oui, puis il y a Charge France qui s'est monté, vous allez peut-être nous en dire 2 mots, puisque Ionity en fait partie, c'est quoi? Et l'objectif, c'est quoi? Alors, première question, l'électricité, le tarif d'électricité qui augmente. Alors, le tarif de l'électricité, il diminue sur le marché spot, donc sur le marché des pros. Il a diminué par rapport à ce qu'on a vu pendant la crise de l'énergie. Donc là-dessus, en fait, on n'a pas vraiment les mêmes indicateurs que ceux qu'on peut avoir au niveau des foyers. Pour les foyers, la recharge électrique... Parce qu'il y a Que Choisir qui annonce, excusez-moi, mais Que Choisir, le magazine qu'on connaît bien, très crédible, annonce quand même une énorme augmentation encore au printemps prochain pour l'électricité des foyers. Alors même avec une augmentation qui va arriver de l'ordre de quelques pourcents, je tiens à rappeler que quand on recharge sa voiture électrique chez soi, on est de l'ordre des 3 € les 100 km. Donc ça reste extrêmement compétitif et je veux vraiment rassurer les utilisateurs dessus. Donc ça c'était pour la première question. Pour la partie Charge France, en effet on a monté une association avec les grands représentants des réseaux de recharge ouverts au public en France. Le but c'est de porter la voix de notre industrie. On a une industrie naissante qui était pas là il y a encore quelques années, et le but c'est de se structurer pour porter la voix non seulement au niveau des pouvoirs publics mais également au niveau des médias pour rassurer les utilisateurs et pour faire de la voiture électrique quelque chose de sexy. En fait, depuis qu'on en parle là ce matin, vous êtes en train de focaliser sur les contraintes. Par contre, on n'a pas parlé du fait que ça émettait pas de bruit. C'était très agréable de rouler en véhicule électrique. Oui, non, mais là on parle des bornes, on parle pas de la voiture électrique en soi. Mais je tiens également à le rappeler. Donc on parle d'un tarif qui est aussi le moins frein cher. Principal au développement de la voiture électrique, c'est la recharge. Voilà, et le côté pratique. Si on pouvait faire le plein entre guillemets aussi vite que le plein de carburant, il y aurait pas de souci véhicule électrique. Brieuc de Tonquédec, on a beaucoup d'autres questions à vous poser. Malheureusement, on arrive sur l'heure de l'info. Vous qui êtes country manager France et Benelux de Ionity, en tout cas, merci de nous avoir accordé tout ce temps. On avait plein de questions. Voilà, quels sont les points de comparaison entre les superchargeurs de la grande marque américaine qu'on connaît et les vôtres? Enfin, il y a plein de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir. Avec plaisir. Prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ionity, donc, qui fête sa 1000e borne. À suivre le retour de l'info. Et puis, dans quelques instants, nous parlerons de pneus avec Léonard. C'est un pneu made in France qu'on appelle du rechappage, issu du recyclage. À tout de suite. Et nous sommes avec vous jusqu'à midi, vous le savez, avec de jolis sujets, dont des sujets, d'ailleurs, alors j'aime beaucoup, alors je les aime tous, mais alors celui de la fin, je suis tellement fan. On va parler de cette problématique d'aujourd'hui, comment choisir sa voiture. On en a trop, on ne sait plus quoi choisir, électrique, pas électrique, puissance, pas puissante, petite, grosse, on ne sait plus. Voilà. Et puis juste avant, on ira refaire la croisière jaune en traction. Une aventure qui est prévue. Alors la croisière jaune, on vous réexpliquera 1911. Pour ceux qui n'étaient pas là pendant les 100 dernières années, on vous réexpliquera ce que c'était que la croisière jaune. Et puis surtout, on aura avec nous Éric Massier qui va nous parler de cette aventure incroyable qui va débuter l'année prochaine. Très très bien. Nous allons évidemment vous donner la parole. 0800 26 300 300, vous n'hésitez pas, vous nous rejoignez pour poser une question, pour donner un avis. Ce que vous faites également très bien sur la page Facebook de Sud Radio, et j'adore partager cette émission avec vous, cette communauté Facebook, je vous embrasse tous. Mais tout de suite, allez, on va parler pneus, et on parle pneus avec une société française. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus. Parlons bien. Et nous Sud Radio, on parle auto. 2 fois, voilà, c'est bien parce que ça avait du mal à démarrer. Laurent Cabassu, qui est directeur général de Black Star. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent. Comment allez-vous? Impeccable, et vous-même? Comme vous le dites. Bon, avant de parler de ce qu'il y a dans le pneu Léonard, puisqu'on va parler des pneus Léonard, moi ce qui m'intéresse c'est le nom. Pourquoi Léonard? Vous êtes un fan de Ne nous fâchons pas, le film où c'est ce pauvre Léonard, ça lui retombe toujours dessus. Oui, mais tu sais, t'as le Léonard aussi de la BD qui est toujours en scooter. Pourquoi Léonard? Écoutez, quand on a lancé notre marque, on partait de rien, et c'est toujours une vraie question, la marque.
Et en fait, quand on a fait une petite analyse du marché, en réalité, il y a 450 marques de pneus différents. Et vous et moi, on en connaît peut-être 10, 15, mais la majorité des gens même moins que ça. Donc il fallait trouver un nom un peu original. Donc on est parti vers le prénom, en se disant qu'il y avait probablement les gens le mémoriseraient mieux. Léonard, pourquoi ? C'est Léonard de Vinci. Oh oui, c'est sûr qu'on n'était pas l'homme parti de sur Vitruve, très oui. bien. Bon alors Léonard, pneus issus du recyclage, vous nous expliquez comment vous les fabriquez, puis après on verra dans le détail ce que ça vaut. Alors c'est un pneu reconditionné, c'est-à-dire qu'il est issu de la réutilisation d'un ancien pneu, sur lequel on va râper le restant de matière, en fait, de gomme, puisque l'usure du pneumatique, c'est avant tout de l'abrasion de matière. Et ensuite, on va lui remettre une couche de gomme de 7-8 mm, comme un pneu neuf. On va recuire ce pneumatique, on va lui faire passer tous les contrôles qualité qui vont bien, pour finalement remettre un pneu neuf sur le marché. Alors vous avez fait des tests parce qu'on peut se dire tiens, pneu rechappé, c'est vrai que la vision qu'on a du pneu rechappé, c'est sur les bords de l'autoroute, les bandes de roulement de pneus de camion qui se sont détachées, parce que sur les camions c'est très fréquent d'avoir des pneus rechappés, ça l'est moins sur les véhicules particuliers. Donc vous avez fait des progrès technologiques évidemment par rapport à ce qui existait il y a quelques années, et vous avez fait des tests et c'est assez intéressant. Alors test de freinage sol mouillé, sol sec, test d'évitement, et les résultats sont plutôt très bon même. Écoutez, c'était le pari en fait de Léonard. Quand Blackstar a repris l'ancienne usine de Bridgestone, c'est la première fois qu'une usine de pneus neufs était transformée pour fabriquer du pneu reconditionné. L'idée, c'était de se dire que le monde a changé et qu'il fallait par contre rentrer vraiment par la qualité et qu'il y avait une potentiel sur un produit green. Mais il fallait vraiment qu'on ait toutes l'assurance, la sécurité, la qualité équivalente à un pneu neuf. Et finalement, c'est cette usine de Bridgestone et ces anciens salariés qui faisaient la crème de la crème des pneumatiques qui nous ont permis d'arriver. Alors, est-ce que Laurent Cabassu, vous avez rechappé votre ligne téléphonique ou bien là un téléphone reconditionné peut-être, non? Parce qu'il y a des moments où on vous perd. Oui, on vous perd. Bougez pas plus. Bouger, Ou alors levez la main. Non, je rigole. Alors donc vous avez récupéré les employés de l'ancienne usine. Le savoir-faire, l'outil industriel. C'est ça. Et donc en fait on a développé un nouveau processus de fabrication qui nous a permis de produire un pneu d'un niveau de qualité jamais vu dans le rechappage. D'accord. Oui. Vous avez à peu près combien de rechappages par an? Enfin, en tout cas, vous prenez combien de pneus, vous en rechappez à peu près combien de tonnes? Alors à l'heure actuelle, on produit à peu près 25 000 pneus par mois. Le pneu Léonard a été lancé au mois d'avril 2023 et à date on a vendu à peu près 400 000 pneus Léonard sur le marché principalement français. Je voulais revenir sur les performances, Laurence. Excusez-moi Jean-Luc. Non, parce qu'en test d'évitement d'obstacles, le pneu Léonard fait mieux qu'un pneu premium. Waouh. À 68 km/h, on peut faire un évitement à 68, le premium 67, le pneu budget 67 aussi, sur le freinage sur sol mouillé. Bon, pour moi, je dirais c'est presque ce qui compte le plus. Ouais. Un pneu premium freine en 32,55 m, le Léonard en 32,66 m, donc c'est pas. Et alors le pneu budget 33,79 m. Le budget, c'est-à-dire le bas prix. Hein. Oui, voilà. Vous avez donc réduit votre voiture de plus d'1,50 m. Ce qui n'est pas forcément pratique. Donc on voit que en termes de qualité, et là il y a une autre question qui vient, en termes de qualité, sur la route on a des prestations qui sont à peu près équivalentes à un pneu premium, mais en termes de longévité, parce que on entend depuis des années dire la durée de vie d'un pneumatique c'est 10 ans, mais c'est pas que sur l'usure de la bande de roulement, c'est également sur l'usure de la carcasse. Et vous, comment vous faites, puisque vous prenez des pneus qui ont déjà été utilisés, comment vous faites pour garantir cette longévité? Laurent Cabassu, directeur général de Blackstar. Alors c'est tout l'enjeu en fait, puisque nous on produit à peu près une 60aine de références, mais on utilise presque 2000 carcasses différentes pour fabriquer nos pneumatiques. Et donc pour avoir un pneu vraiment homogène, c'était tout l'enjeu de ce procédé de fabrication. Donc en fait c'est le contrôle qualité à la fin de la production. 100% de nos pneus passent 4 points qualité qui garantit l'homogénéité de nos produits. Et en amont, chaque carcasse est testée, on l'amène jusqu'à la fin de la production, on va lui faire passer même des tests haute vitesse à l'intérieur même de l'usine pour vérifier évidemment que ces produits sont sûrs. D'accord. Donc, les résultats que vous donniez, l'ami Jean-Luc, les produits sont super sûrs, quoi. Donc il y a une garantie de longévité qui est
peu près équivalente à un pneu neuf standard. Alors quand on parle de longévité, il y a l'âge évidemment du pneumatique, tout à fait, et après il y a le kilométrage. Donc ça, le kilométrage, c'est toujours un sujet très compliqué dans le pneumatique parce que ça dépend énormément des routes, des types de conducteurs, des types de véhicules. Mais oui, aujourd'hui, on est la promesse qu'on fait à nos clients, c'est qu'ils retrouvent dans notre pneumatique, pour le même prix qu'un pneu neuf, quelque chose de totalement équivalent. On parle de tous les pneus, y compris les pneus des voitures électriques, puisqu'on sait qu'ils sont un peu différents. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des produits sur les voitures électriques qui sont différents, mais dans l'ensemble, on montre quand même des pneus similaires aux véhicules thermiques sur les véhicules électriques. Par contre, c'est des véhicules en effet qui ont des contraintes particulières puisque ils ont plus de couple, ils ont plus de poids. Et nos pneumatiques sont totalement adaptés à tout type de véhicule. D'accord. Alors, vous faites, dans la gamme, il y a des pneus été, on avait parlé de ça la première fois, mais il y a aussi des pneus 4 saisons. Le pneu 4 saisons est pratiquement à la moitié du marché aujourd'hui. C'est vraiment, ça devient le pneumatique de l'avenir. Vous pouvez équiper quel type de véhicule avec tous ces pneus différents ? Alors nous, on dépend évidemment beaucoup de la matière première qu'on trouve, c'est-à-dire les pneus usagés. Donc on doit coller le plus possible au parc roulant qui a plus de 13 ans de mémoire. Donc on est sur des véhicules moyens, on va être plutôt sur des indices des largeurs de pneumatiques basses. On est en 14 pouces, 15 pouces, 16 pouces, 17 pouces. Donc on ne fait pas vraiment les dernières générations de véhicules 18-19, mais dans l'ensemble, on a à peu près l'équivalent de 70% du marché dans notre gamme. Est-ce qu'il est facile de les trouver ? C'est-à-dire que on est branchés tous les deux, on est sur les mêmes routes. N'importe où j'habite, je peux demander à avoir un pneu Léonard ou c'est compliqué ? C'est ça qui fait un peu le succès de Léonard, c'est que dès le démarrage de l'activité, on a eu énormément de clients qui nous ont fait confiance, qui nous ont référencés. Donc aujourd'hui, on est référencé dans plus de 6000 points de vente en France. Alors on a le groupe Noroto, le groupe Midas, Carter Cash, on va avoir First Stop, on va avoir Speedy, on va avoir Euromaster, mais on va également retrouver le groupe Renault, les concessionnaires Renault, les agents Renault qui nous ont référencés et qui nous mettent en avant. Donc je pourrais dire que vous trouverez notre produit à peu près partout, oui. Alors la dernière question, bien évidemment, et tous ceux qui nous écoutent se la posent, mais combien ça coûte ? Mais oui, the price. Alors, écoutez, si on prend un pneu, le pneu le plus vendu sur le marché, sur une marque premium, on va le trouver à peu près à une centaine d'euros TTC. C'est lequel ? C'est de la dimension 205 55 16, donc c'est ce qu'on retrouve le plus sur les véhicules français. Donc celui-là, il va valoir autour des 100 euros sur une marque premium, et nous, le nôtre sera à peu près à 60 euros. D'accord, 40%. D'accord. Et un pneu budget de qualité moindre, on l'a compris, ça coûte combien ? 50 euros ? Voilà, exactement. On est à peu près dans 10 euros d'écart, on a à la fois un pneu français et de qualité. Et d'ailleurs, quand on a préparé cette émission, on en parlait même juste avant. On était en train de parler de la montée en puissance des pneus chinois. Des pneus budget, c'est comme ça qu'on les appelle. Les pas chers, quoi. 25% du marché aujourd'hui, c'est énorme. Les pas chers et qui ne sont pas de très bonne qualité. Vous pouvez vous positionner, vous, avec une offre qualité-prix qui est très attractive. Et écologique en plus. Je pense que exactement, donc c'est du Made in France, c'est 63% de CO2 en moins émis lors de la fabrication du pneumatique, et c'est des performances, comme vous l'évoquiez, qui sont tout à fait équivalentes à un pneu neuf. Mais est-ce que vous en récupérez beaucoup, là, des pneus budget en réchappage, ou non ? Vous voulez pas comment ça se passe pour cela ? Alors, nous, on n'a rien contre les pneus à partir du moment où ils sont de bonne qualité. Maintenant, plus de 95% de notre production se fait avec des pneus premium. Déjà, on en trouve suffisamment, et ensuite, comme on les homologue, chaque carcasse passe tous les tests, comme je l'évoquais précédemment. Finalement, on va plutôt tourner vers des marques comme Michelin, Bridgestone, Goodyear, Continental, Pirelli, ce genre de marques. Bravo, en tout cas, Laurent Cabassu. Merci beaucoup. Directeur général de Black Star. Le pneu s'appelle Léonard. Ça ne s'invente pas. En référence à Léonard de Vinci, pour ceux qui arrivent. Ouais, ça c'est trop bien. Et merci beaucoup. Longue vie et puis toutes nos amitiés à toute l'équipe de l'usine qui est située en Picardie, je crois.
Elle est à Béthune. À Béthune. Ah non, elle est là-haut. Ouais, elle est là-haut. Effectivement. On vous embrasse fort et puis on embrasse tout le monde. Et dans quelques instants, on va accueillir Guillaume au 0826 300 300. Plein de questions à poser sur les assurances pour les voitures de collection, les surtaxes, etc., etc. Oh là là. Mais alors, lui, on pourrait faire avec notre ami Guillaume 3 émissions d'affilée tellement il avait de questions. Tout de suite. Et avant tout simplement de vous proposer un très joli sujet sur la croisière jaune Citroën, on va accueillir Guillaume au 0826 300 300. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour madame, monsieur. Oh, madame, monsieur. Comment ça va Guillaume? Alors, Guillaume, pour tout Madame, dire, monsieur. alors, bon, Guillaume, il va bien, il était un peu stressé, il se disait, voilà là, je vais... Ça va aller Alors, Guillaume. son problème, c'est que, en fait, je les ai imprimés là, c'est que Guillaume m'a envoyé c'est ça. une liste de questions, il y a une page recto verso complète de questions. Bon, Guillaume, on va pas pouvoir tout traiter aujourd'hui. Non, c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai Vous dit. appelez d'où? De région parisienne, de banlieue. Très bien. Bon, alors... Bon, on commence par laquelle? Attends, il y a toute une liste, donc on aura Guillaume, ça va être notre fil rouge cette année. Okay. 2025, on aura Guillaume. Oui, mais Stéphane, sur la page Facebook, il va pas être content. Bon, on a Stéphane. On va partager la place de co-animation. Beaucoup de questions pertinentes, Guillaume. Alors, déjà, avant de mieux vous connaître, car c'est important, comment s'appelle votre chien? Vous l'avez entendu. Alors il y en a 2 et celui qui vient d'aboyer c'est Simba. Simba, voilà, on y va. Bon, Première question. Alors la première, on a dit qu'on commençait par l'assurance collection. Donc est-ce que typiquement une voiture de 20 ans peut prétendre à une assurance collection? Et est-ce que pour avoir une assurance collection, il faut avoir une carte grise collection d'abord, et donc 30 ans? Alors on va demander la réponse à Laurence. 20 ans, on n'est pas collection. Eh bien, voilà. C'est une erreur, Laurence. On est Youngtimer, mais on ne peut pas être collection. Alors, pour avoir une carte grise de collection, il faut un véhicule qui ait plus de 30 ans. Une carte grise avec la mention véhicule de collection sur la carte grise. D'ailleurs, à ce propos, bientôt, on va parler de la vignette, de la vignette critère pour les véhicules de collection, parce que ça y est, elle arrive. Ok, voilà. super. Ça, on va en reparler. Et donc, on est d'accord que ma voiture ne passe collection que si elle a 30 ans et que... Elle a 30 ans et elle est dans son état d'origine. Voilà, si vous avez fait du tuning sur la voiture, c'est pas collection, puisque collection, c'est du patrimoine. Voilà, donc patrimoine, ça donc veut dire que vous êtes un véhicule de collection. C'est exactement ça. Moi, mais j'ai pas de carte grise avec mention collection. En revanche, pour l'assurance collection, vous n'êtes pas obligé de répondre à ces critères. Donc, typiquement, le véhicule qui a 20 ans, il peut être assuré en collection. Je peux vous en parler puisque j'ai des véhicules qui ont moins de 30 ans et j'ai une assurance collection flotte. Donc, j'ai plein de véhicules sur cette même assurance. Et il y a des véhicules qui ont, à partir de 15 ans, en général, vous pouvez assurer ce véhicule en collection. Et ça apporte quoi comme... Excusez-moi, je pose la question à votre place, Guillaume. Un tarif beaucoup plus léger. Alors moi j'ai beaucoup de véhicules. Si je devais payer une assurance individuelle sur chaque véhicule, ça me coûterait un bras. Je pourrais même pas manger. Après, voilà, exactement. Donc là j'ai une assurance flotte puisqu'ils partent du principe que je peux pas rouler avec toutes les voitures et les motos en même temps. Donc c'est un peu logique. J'ai une assurance flotte qui me coûte beaucoup moins cher que des assurances individuelles. Et dans cette assurance flotte, qui est une assurance flotte de voitures, enfin de véhicules de collection, il y a des véhicules qui ont 15 ans. Donc à la première question de Guillaume, est-ce qu'il faut une carte grise collection est obligatoire pour une assurance collection? Non. Deuxième question, Guillaume. Alors toujours sur la collection, j'entends dire que c'est uniquement pour du loisir. Et j'ai un collègue en fait qui venait, alors lui c'était une moto de collection, il venait au travail, il faisait le trajet travail, il travaillait pas avec sa voiture mais il faisait le trajet travail avec, et je pensais que c'était interdit et il m'avait montré que non. Alors, je sais pas ce qu'il vous a montré, mais à partir du moment où sa moto avait une carte grise portant la mention véhicule de collection, il est absolument interdit de travailler avec. C'est donc uniquement de l'usage loisir. La seule autorisation, les seules dérogations qu'il peut y avoir, c'est pour certains véhicules de transport. Par exemple, à Paris, vous avez des deux chevaux qui font les visites de Paris. Ils ont des dérogations et ils ont le droit d'utiliser ces véhicules pour un usage professionnel. Sinon, c'est strictement interdit. Et le trajet travail, par définition, c'est du travail. Si vous avez un accident sur votre trajet travail, ça sera considéré comme un accident du travail. Donc, vous êtes sur votre trajet de travail, vous êtes considéré comme travaillant. Donc, s'il utilisait sa moto pour faire son trajet travail, il était mais il prenait ses risques, quoi. Hors la loi à partir du moment où il a la mention collection, véhicule de collection sur la carte grise. Guillaume, troisième question à 11h23.
Après, c'est Jean-Luc qui choisit. Ouais, alors moi j'aimais bien. Est-ce que. Oh non. Ouais, si, non, mais est-ce qu'il y en a plein, on en parle. Est-ce que les ambulances privées peuvent utiliser le 2 tons? Alors c'est une bonne question. On a déjà parlé de la priorité ou pas des ambulances. Parce qu'il y a 2 types d'ambulances en fait. Alors vous avez déjà les ambulances du SAMU. Mais quel ton? Le ton blanc et le ton rouge? Non. Pardon. Voilà, alors vous avez le tararat ou le pimpon. Voilà. Bon, le talala, d'ailleurs, je l'ai noté. J'ai noté que c'était du do, mi, do. Donc si vous avez le do, mi, do, alors ça n'est pas prioritaire au sens premier des règles du code de la route. Mais vous devez faciliter le passage d'une ambulance qui a un tararat. Une ambulance devient prioritaire à partir du moment où soit c'est une ambulance du SAMU ou une ambulance qui travaille pour le SAMU ou, dernier cas, une ambulance qui transporte un patient, donc qui n'est pas une ambulance prioritaire a priori, mais qui transporte quelqu'un qui est dans un état tel qu'il faut vraiment se rendre tout de suite à l'hôpital pour le soigner. Là, le caractère prioritaire s'affirme. Après, le bon sens, c'est dès qu'on avait, voilà, dès qu'il y a une ambulance, c'est de faciliter le passage. Après, il arrive que dans les embouteillages, parfois des ambulances en tararat forcent un peu le passage alors qu'ils n'ont pas normalement besoin de le faire. Bon, il reste 16 secondes. Une petite dernière pour Guillaume? Ah ouais, celle-là elle est bien, ouais. Allez. La surtaxe. La surtaxe? Oui, vous en avez parlé un peu la semaine dernière, mais donc comment on fait en fait pour si on a un SUV, déjà c'est pas noté. Comment on sait qu'on a un SUV et pour payer le stationnement, en fait on a un break ou une berline. Alors est-ce qu'on a un SUV au sens de la loi? Alors ça c'était l'enfumage de la mairie de Paris, mais ils sont assez et des banlieues proches. Hein. Ouais, mais ils sont assez coutumiers du fait. Ils ont chargé les SUV, mais c'est pas les SUV, hein. C'est le poids des voitures. Hein. Vous pouvez très bien, au moment où vous allez payer votre parc-mètre, ça vous demandera si votre véhicule fait partie des véhicules lourds. Voilà. Et vous avez intérêt à bien remplir la bonne case, sinon ça vous dira vous ne pouvez pas payer le parc-mètre. Donc il faut, où est-ce que vous trouvez le poids de votre véhicule? Sur votre carte grise, hein, vous allez voir, si vous êtes au-dessus de 1600 kg, vous êtes considéré comme un véhicule lourd, en dessous vous n'êtes pas considéré comme un véhicule lourd. Il n'y a aucune notion de SUV dans la tarification du parking. Quand la mairie de Paris nous dit ouais c'est super, on a réussi à écarter les SUV de la capitale, franchement ils se foutent de notre gueule, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà, je suis mal poli, mais c'est... Attention à mes oreilles. Je suis mal poli, mais c'est ce qu'il mérite. Voilà. Bon, en tout cas, merci Guillaume. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres questions. Vous reviendrez en deuxième semaine. Il y en a des biens. Avec plaisir. On vous embrasse fort. De rien, avec merci, plaisir pour le partage avec vous. Et vous faites comme Guillaume, hein, c'est vraiment très simple. Vous envoyez un mail, jeparticipe@sudradio.fr. Vous n'hésitez pas, une question, 10 questions, on vous accueillera à l'antenne. Allez, à suivre, on va aller se promener. Et on va aller se promener avec la croisière jaune Citroën en traction. Ce sera notre rendez-vous avec Éric Massier du BIEST, du Biest. What is it that? Éric Massier du Biest. Non, mais c'est son nom. Ah, c'est son nom. Pardon. Ouais. Je croyais que c'était. On va l'appeler Éric Massier. Voilà. Oh, la boulette. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. On va partir sur les traces de la croisière jaune Citroën en traction avec Éric Massier du Biest. Bonjour. Bonjour Éric. Alors il est égaré dans la vallée infernale, mais il s'appelle pas Bob Morad, hein, il s'appelle Éric Massier. Pour ceux qui vous connaissent pas, si je dis aventurier, ça marche, hein? C'est pas évident comme étiquette parce que je suis pas le gars qui part tout seul faire des exploits. Je suis plutôt quelqu'un qui accompagne des gens à vivre leurs rêves. Ouais. Donc on va dire producteur d'aventure. C'est beau ça. C'est beau ça. Donc, mais y compris les aventures les plus dingues. Oui, en 1990, oui. Aventure dingue, le tour du monde en Citroën traction, c'est quand même un truc de dingue. Ouais. Alors ça donc pas mal. C'était la première agence de presse itinérante. On était 4 interporteurs. On est parti faire des reportages en traction avant. Je me souviens, on avait parlé de vous. Alors ça va pas nous rajeunir, vous et moi. Hein. À l'époque, j'étais à Turbo et on avait fait un sujet qui était magnifique d'ailleurs. Ouais, je me rappelle. Avec les images de votre tour du monde en traction. Ce que vous ne pourriez pas refaire dans quelques années en Peugeot PureTech par exemple ou en Citroën PureTech en tour du monde. Je peux pas vous dire parce que j'ai jamais eu de voiture moderne, donc je m'intéresse pas trop à ça. Vous avez quoi comme voiture, Éric? Je roule avec un vieux 4x4 Hilux et puis sinon des tractions avant. Puis d'accord.
Alors, pourquoi est-ce que l'on parle de la croisière jaune? Pourquoi on reparle de la croisière jaune? 1931, pour ceux qui se souviennent pas, à l'époque Citroën, avec les Autoschnick et Grèce, fait des opérations de communication, c'est comme ça qu'on peut le dire. Hein. On traverse le Sahara, on traverse l'Afrique avec la croisière noire. Ils décident d'aller encore plus loin, au propre comme au figuré, en faisant la croisière jaune qui partira cette fois normalement au départ d'Europe pour aller jusqu'en Chine. Donc on traverse la moitié du monde. Ça s'est pas passé exactement comme c'était prévu, hein. Non, il y avait 2 groupes. Citroën avait organisé 2 groupes. Il y avait un groupe de 6 voitures qui est parti de Beyrouth et un groupe de 7 voitures qui est parti de Pékin. Ils devaient se rejoindre à mi-chemin à peu près à Kashgar, à l'ouest de la Chine. Mais le groupe qui est parti de Beyrouth n'a jamais réussi à traverser l'Himalaya. Et le groupe qui est parti de Pékin a été bloqué par un maréchal qui s'appelle Marshall King. Ouais, ils ont été pris en otage. Ça coupe un peu. Il y a des moments, ça coupe, Ça coupe votre téléphone, Eric. Je suis là. et ainsi, ils ont dû finir l'expédition entre Gilgit et Aksu sur 2400 km avec des chameaux et des mules. Voilà, donc ils étaient plus en voiture. Et vous avez rencontré donc alors à la fois un descendant, enfin quelqu'un de la famille de Adolphe Kegresse, qui était l'homme qui avait inventé ce système de chenilles, qui avait lui-même participé à l'expédition, et vous lui avez fait une promesse. C'est un vieux monsieur, à l'époque, il s'appelait Gustave Kegresse, donc le neveu d'Adolphe Kegresse, qui avait 83 ans. Je l'ai rencontré à Dijon. Une manifestation de traction avant. Il y avait Bernard Citroën, le fils de André, qui était là. Et moi, je me suis dirigé un peu plus vers Gustave parce que c'était un peu l'aventurier du groupe. Et j'ai expliqué à Gustave que mon Graal, c'était de refaire un jour la croisière jaune. Il m'a attrapé le bras, mais il m'a vraiment serré très fort le bras. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Si tu refais la croisière jaune, tu vas finir notre boulot ». Parce que les mécaniciens avaient les boules de jamais avoir pu finir vraiment la croisière jaune en voiture. Donc je lui ai promis qu'un jour je reviendrai à la croisière jaune et je finirai leur boulot. Voilà, donc alors vous avez monté le projet, vous allez le faire en Citroën traction. Mais une traction, ça passe aussi bien qu'une chenillette? Non, ça passe pas aussi bien, mais vu ce qu'on a fait à travers le Congo en 2007 sur les traces de la croisière noire, on avait fait un film qui s'appelait Zinzin au Congo, ça passe quand même pas mal. C'est-à-dire c'est une voiture qui est plate en dessous. Donc à partir du moment où l'avant est passé, l'arrière ça passe. Même si vous arrachez le pot d'échappement, ça passe quand même. D'accord. Ah oui, je vois bien. C'est une voiture qui va bien sur les pistes et tout ça. Bon, vous avez donc prévu de faire ça à partir de l'année prochaine, c'est ça? Vous partirez d'où? Vous refaites exactement le tracé? Ouais, on va faire mieux même, parce qu'on part de Paris à la place de la Concorde le 28 mars. Alors 2026, je précise, ouais, 2026, qu'il n'y ait pas des gens qui le 28 mars là se pointent place de la Concorde. Non, on a encore du boulot, t'as raison, c'est 28 mars 2026, on part de la Concorde et on va rouler jusqu'à Beyrouth. On va pas prendre le bateau comme ils ont fait à l'époque, nous on aime bien rouler, donc on va rouler jusqu'à Beyrouth. À Beyrouth on passe 5-6 jours de préparatifs et on va partir donc sur les traces de la croisière jaune, mais exactement le même itinéraire. Et donc, elles sont blindées les voitures, parce que vous partez de Beyrouth, vous allez traverser aussi des pays où c'est un peu twist again. C'est ça qui est intéressant. Tu mets le doigt dessus, c'est vachement intéressant parce que nous on a une vision d'ici. On a notre prisme, il part de la France vers les pays du Proche-Orient et d'Asie centrale. Et moi, je travaille avec des gens qui vivent là-bas, qui sont des passionnés de bagnole ou de moto. Et on a une autre approche. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'Afghanistan, je sais que c'est un pays qui est compliqué, mais il y a des touristes qui vont en Afghanistan. Il y a des Chinois, il y a des Russes, il y a des Indiens. Est-ce à dire que les informations qu'on nous donne en France sont un peu tronquées, sous une espèce de focus ou orientées? Je dirais pas ça. Elles sont pas tronquées, mais elles sont un peu exagérées. On fait un peu dans le buzz, on en rajoute. Non, mais c'est toujours des clichés. Des clichés, les choses évoluent. Alors il y a toujours les problèmes du traitement des femmes, par exemple, en Afghanistan par les talibans. Ça c'est vrai, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si on veut aider les Afghans, c'est pas en restant en dehors qu'on va les aider. Il faut aller à l'intérieur. Alors nous, on va aider notre ami. Juste un petit coucou à Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio qui me souvenait de la série excellente de la croisière jaune avec le très regretté Coluche. Ça s'appelait
s'appelait La cloche tibétaine. Voilà. Et Anthony vient de nous retrouver la musique. Ça fait un peu vieux. C'était tourné dans les Alpes. Comment vous voyez les choses, que vous allez partir à combien, vous nous dites 10 aventuriers, 10 personnes? On est 10, on a déjà constitué l'équipe, on est 10, donc il y a 6 techniciens, logisticiens, et puis il y a une production d'équipe, une équipe de production d'images de 4 personnes, et on est dans 5 voitures, donc on est 2 par voiture. D'accord. Que des tractions Citroën? Ouais, que des tractions. Que des hommes? C'est une voiture qui passe. Alors oui, on est obligé de partir qu'avec des hommes, mais c'est conventionnel, mais c'est pour des raisons géopolitiques, on va dire. Ah bah oui, je vous comprends. D'accord. Vous comptez faire le parcours en combien de temps? Parce qu'ils ont mis pratiquement 1 an pour ne pas arriver à boucler en plus la croisière jaune. Vous comptez le faire en combien de temps? Nous, on a un peu plus de 3 mois pour aller jusqu'à Pékin. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on revient par la route. Parce que j'ai un des gars qui s'appelle Bernard, qui m'a dit, moi je veux bien aller à Pékin avec toi, mais je veux pas revenir en avion. Donc on revient par la route. Ouais. Donc vous allez faire Beyrouth, Pékin, Pékin, Paris. Voilà. Alors Paris, Beyrouth, Pékin et Pékin, Paris. Ouais. On revient par l'Inde. On revient par l'Inde. Impeccable. Ouais. Vous prenez en covoiturage? Ah non, impeccable. En tout cas, moi, ça me fait... Tu as raison de dire ça, en fait. On fait du covoiturage, mais un peu particulier. C'est-à-dire qu'il y a 2 promesses dans ce voyage. Il y a la promesse qui est faite à Gustave Kégresse, de refaire le voyage et le finir. Et il y a une promesse faite à un ami qui s'appelle Jesse, qui a été diagnostiqué sclérose en plaques en avril dernier. Et je lui ai promis d'exploiter la visibilité de l'expédition pour promouvoir la recherche contre la sclérose en plaques. Bah vous êtes un super bonhomme. On va accueillir des patients. Super. Trop bien. Ouais. Ah ouais, bravo. Génial. En tout cas. Eric, on peut voir les infos sur tout ça, à quel endroit? Sur un site qui s'appelle T3. Plus court, la lettre T, le chiffre 3.fr. Ouais, toutes les infos dessus. T3 Expédition, T3.fr. Sinon, vous tapez le nom d'Éric Massier du Biest et tout de suite, c'est le premier qui arrive sur la page de recherche. On vous embrasse, Eric. Merci Laurence. Et puis, merci Eric. Évidemment, on se tient au courant d'ici 2026. Super. Tout ce qui se passe, je tiens au courant. Allez, une dernière pause pour notre rendez-vous. On parle auto. Et puis, dans quelques instants, on va accueillir Stanislas Laroumet, qui est journaliste, qui est fondateur de Ma Voiture Idéale. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de savoir quelle voiture choisir aujourd'hui. Si d'ailleurs c'est votre cas, vous nous envoyez tout de suite un message sur la page Facebook de Sud Radio ou vous nous appelez tout de suite au 0826 300 300. À tout de suite. Est-ce que vous savez quelle voiture vous allez acheter prochainement? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous vous y retrouvez dans ce pléthore de propositions automobiles? Eh bien, on va vous aider avec notre invité Stanislas Stanislas Laroumet, qui est journaliste, fondateur de Ma Voiture Idéale et qui, comment vous m'avez dit que vous étiez En anglais, ça s'appelle un car seeker. Donc, je conseille, cherche, trouve, négocie et en option, livre des voitures pour des clients particuliers ou professionnels. Voilà, j'ai tout dit, on peut rendre Salut. Alors Stan, on se connaît depuis, ça fait 30 ans. Oui, largement. Ouais, ça fait 30 ans, donc il a mal tourné. Pas changé, Jean-Luc. Ouais. D'ailleurs, c'est la journée du compliment. Exactement. Je vous aime beaucoup. C'est le 1er mars. Stan. D'ailleurs, si vous avez une question à poser, on a toutes les semaines la rubrique Quelle auto choisir avec l'ami Jean-Luc. Exactement. Alors, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé avec Stan, c'est ce qui se passe moi quand je suis avec des amis. C'est dès que quelqu'un veut changer de voiture, Jean-Luc, il faut que j'achète quoi? C'est ça qui lui a donné l'idée de monter ce service, parce que c'est un vrai service. C'est une société de service, totalement. C'est un vrai métier maintenant. Alors parfois, il y a aussi des gens qui disent j'ai acheté ça, qu'est-ce que t'en penses? T'aurais dû m'appeler avant. Alors j'ai acheté une DS3 PureTech avec des airbags Takata. Oui, mais enfin, les garçons, vous êtes des professionnels, vous avez la tête dans le guidon. C'est justement pour ça. Mais on est là pour servir les gens. Donc nous sommes des professionnels au service. Est-ce que ce métier, ce que vous disiez, Stanislas, que ça existe beaucoup en Angleterre? Non, ça n'existe pas beaucoup, mais c'est plus courant. Ouais, c'est plus courant. Est-ce que vous êtes le premier en France à avoir créé ça? Je veux pas m'envoyer des fleurs, mais j'ai un peu l'impression. Alors, on y va parce que le sujet est vraiment hyper important. D'abord, il faut, j'imagine, demander au client quel usage il a du véhicule. C'est ça qui va déterminer le choix de l'énergie. Quelle voiture il a déjà? Quelle voiture il a? Quel est son usage? Combien de personnes il transporte? Où est-ce qu'il habite? Est-ce qu'il a besoin de 4 roues motrices? Est-ce qu'il habite dans une région montagneuse? Vous êtes indiscret. Bien sûr. Est-ce qu'il a besoin de transporter des enfants, un animal, etc. Un grand coffre? Il y a plein de paramètres et nous, on essaye de lui trouver sa voiture idéale, puisque la voiture idéale n'existe pas. Il n'y a aucune voiture qui peut convenir à tout le monde. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il y a une voiture pour
Ah oui. Certains usages. Il y a des voitures formidables. Il y a plein de voitures formidables. Mais est-ce que tout le monde veut rouler en Golf? Est-ce que tout le monde veut rouler en Moi, je pense que tout le monde voudrait rouler en Aston Martin. Eh ben, non, si. Mais non, mais je vous taquine. J'adore. Ils plongent tout de suite, les garçons. 5 enfants, justement, c'est un sujet. Parce qu'à l'heure actuelle, 5 enfants, c'est compliqué à trimballer. Oui, en France, c'est vrai qu'il y a assez peu, à part les dérivés d'utilitaires qui proposent effectivement jusqu'à 7 places ou même plus que ça, jusqu'à 9. Il y a plus de véhicules grand format depuis que les monospaces ont disparu. Quasiment. Il y a plus de véhicules grand format où on peut mettre 7 vrais passagers à l'intérieur. Ouais, exactement. Ouais. Et surtout, alors on va peut-être apprendre des petites combines aux auditeurs, oui, ce serait bien. C'est que ces voitures-là sont évidemment dans notre pays excessivement taxées, à 70 000 euros pour la plupart. Mais quand vous avez une famille nombreuse avec à partir de 3 enfants à charge, vous enlevez 20 grammes de CO2 par enfant à charge et 200 kilos au malus au poids. Donc par exemple, je suis sur un dossier comme ça en ce moment, je vais chercher un classe V en Allemagne. Classe V, donc c'est Mercedes monospace, qui est une camionnette de luxe très améliorée, parce que c'est comme une bonne voiture. Parce que ça n'existe pas en France, en tout cas à ces prix-là. Et neuf, c'est indisponible, il faut 1 an et demi à peu près de délai, donc ils n'ont pas envie d'attendre. Donc j'y vais la semaine prochaine. Ils vont payer cette fameuse taxe. Quel type de famille ? Une famille de 5 enfants et qui a un Peugeot Rifter et qui m'a dit on n'en peut plus, le bruit, etc. C'est pas très confortable, puis c'est un peu petit, parce que c'est 7 petites places. Et là, ils vont avoir 8 grandes places. Donc ils sont ravis, ils font vraiment un bond en avant. Et donc j'ai cherché cette voiture en Allemagne. Ils la payent moins cher qu'en France, mais attention, évidemment, à l'immatriculation française, vous allez payer les 70 000 euros de... Alors peut-être un peu moins parce qu'elle n'est pas neuve, donc, mais si. Alors, comme elle a un an, il y aura un petit rabais pour plus la carte grise. Oui, parce que en fait, si elle a moins de 5000 km, elle est considérée comme véhicule neuf. Oui, voilà. Mais prix compris de la voiture. Ah mais non, la voiture vaut 70 000. Oui, c'est ça. Plus les taxes, 70 000, 140. Mais je croyais que c'était que Ferrari, des voitures comme ça. Mais non, évidemment. Une Toyota Yaris GR, ça vaut 116 000 euros au catalogue. Ouais. C'est dingue. C'est la citadine la plus chère du marché. J'ai fait le calcul quand on a parlé des nouvelles taxes. Une Porsche 911 hors taxe, ça vaut 100 000 euros. Et quand vous rajoutez le malus, alors on dit plus écologique. Quand vous rajoutez le malus... Mais quel foutage de... Ouais, quand vous rajoutez le malus et la TVA, elle ressort à 210 000 euros la voiture. Mais là, le fourgon classe V de Mercedes, il va prendre l'équivalent en France de son prix. Non mais c'est... Alors, et encore, c'est relativement sain, entre guillemets, puisque la Mercedes est chère. Mais si vous prenez un Peugeot, qui vaut 20 000 euros de moins, il y a plus de taxes que de prix de voiture. Et là, vous disiez par rapport au poids, mais c'est-à-dire qu'au bout du 3e enfant, ils enlèvent 200 kilos. Par enfant. Par enfant, mais donc en fait, ils vont pas baisser de beaucoup non plus. Ah bah si, parce que là, ils ont 5 enfants, donc ils enlèvent 1 tonne et 100 grammes, donc ils ont 0 taxe. Ah oui, x5, ok. Voilà. Alors, mais attention, la particularité, c'est qu'en France, comme on fait rien comme personne, on paye la taxe. Et après, ensuite, l'État vous la rembourse. Oui, non, mais on est dans un pays où on nous a promis de la simplification administrative et à chaque fois, on rajoute une couche au millefeuille. C'est un truc de dingue. Stan, quand au début des discussions avec les gens qui vous demandent de trouver une voiture pour eux, il y en a qui partent sur des idées complètement ahurissantes, mais qu'il faut recadrer. Alors, je ne veux pas critiquer les vendeurs automobiles parce que pour le coup, je travaille énormément avec eux. Il y en a qui font très très bien leur boulot, mais d'autres qui essayent de fourguer en ce moment des voitures électriques parce que, bon, vous avez vu que le marché de l'électrique... Ils sont obligés de le faire. Voilà, ils sont obligés de le faire et puis ça se vend pas super bien, ça a quand même bien baissé en Europe en avançant des chiffres d'autonomie, mais bien sûr que vous pourrez faire Paris-Marseille en une seule charge. Bon, j'exagère parce que ça n'existe pas, mais donc j'ai fait annuler des ventes en fait, que c'était pratiquement signé en disant mais non, n'achète surtout pas ça parce que tu feras jamais ce que t'as dit le vendeur. Il croit ce qu'il y a écrit sur la publicité, sur le prospectus. Donc, et on le sait tous, pour rouler en voiture électrique, que c'est pas vrai. On ne fait pas les fameux 450 km à 130 sur autoroute, même avec une bonne voiture électrique. On est d'accord. Bon, on va se fâcher là avec pratiquement tous les constructeurs avec la question que je vais poser après. Si, est-ce que le critère... On parle vrai sur Sud Radio. Je sais. Bon, voilà, on va se fâcher, coupez vos postes. Ah non, il faut écouter quand même. Est-ce que le critère de fiabilité, c'est un critère qui revient souvent dans les demandes des clients? Ah là, en effet, on va se fâcher.
Non, mais j'ai des clients. Alors, je suis désolé, je suis obligé de le citer, mais il y a une grande marque française avec le roi des animaux qui est sur la calandre. Ouais, bon, Peugeot. Voilà. On parle vrai sur Sud Radio, hein, donc on appelle un chat un chat et un lion Peugeot. Voilà. Qui était la marque qu'on m'a le plus demandé. Il y a 10 ans, tout le monde voulait des 5008, etc. et tout. Et c'est vrai qu'intrinsèquement, la voiture est vachement bien. Un 5008, c'est super quand on a 3, 4 enfants, qu'on veut cette place de dépannage. C'est un look plutôt sympa, c'est super à conduire. Et heureusement, bien m'en a pris, j'ai fait surtout acheter des 2 litres HDI 180 chevaux et des 1,6 litre turbo essence 180 chevaux. Donc des moteurs qui sont fiables, voire très fiables. Malheureusement, après, on a appris que le PureTech, comme on l'a appris bien après, avait des gros problèmes de fiabilité. Et le 1,5 litre DCI aussi, d'ailleurs. Hein, HDI, bien sûr. C'est le problème de chaîne. Et du coup, ce qui est terrible, c'est que ça ternit toute l'industrie, l'image de l'industrie automobile française. Et alors pour le coup, c'est pas un client, mais il a acheté ça sans me demander. Il m'a dit oui, non, mais de toute façon, j'ai pas le moyen de faire appel à tes services. J'ai trouvé, t'inquiète pas. Je lui ai dit t'aurais peut-être dû m'appeler parce que je t'aurais pas fait acheter ça. Très bonne question. Et là, il m'a dit excusez-moi avec le son, mais je suis emmerdé avec ma voiture et tout. Je dis mais je te l'avais dit. Il me dit du coup plus jamais j'achète de voiture française. J'ai dit faut pas dire ça. Il y a certains faut pas tuer le troupeau, mais il y a certains modèles à éviter, mais il y a des très bonnes voitures françaises. Ceci étant dit, on va être clair avec tout ce qui se passe autour de les Takata, le fameux moteur. Là, il y a encore eu quelque chose sur ce fameux moteur dont on a parlé. Et c'est vrai que l'image des marques françaises on pâtit beaucoup. A été un petit peu écorné, ça c'est clair. On vous en demande. De moins en moins malheureusement. Voilà. Alors pour répondre encore un peu plus précisément à Jean-Luc, quand on me demande une voiture fiable, voire très fiable, voire indestructible, c'est simple, c'est 3 mots, c'est Honda, Toyota, les japonaises. Mazda. Voilà. Les japonaises, mais ça tu le dis depuis le début. Et Suzuki, c'est pas mal aussi. Suzuki, c'est pas mal aussi. Mais c'est bien. Pour moi, ce qu'on dit ici depuis toujours. Les japonaises. Mais alors moi, je trouve que la marque la plus fiable du monde, c'est Honda. C'est vrai. C'est incroyable. Pas c'est Lexus, mais bon. Oui, alors Toyota Lexus juste derrière. Mais c'est plus accessible comme une Honda. Est-ce que vous avez dit, j'ai pas les moyens de payer tes services. Alors on y va. Combien vous coûtez, Stanislas Laroumé? Comment vous faites? C'est important. Non, pas vous personnellement, mais c'est un moi, pourcentage. Je suis inestimable. Je n'en doute absolument pas. Mais comme toute chose inestimable sur cette planète, vous avez un prix. Sur ce plateau. Vous avez un prix. J'ai un prix, évidemment, c'est 950 € hors taxe pour conseiller, chercher, trouver, négocier. Et après, la livraison est en option. Mais attention, parce que je m'occupe aussi de la négociation de la reprise. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, quelque part, ça peut coûter 0, quoi. Parce que vous pouvez très bien négocier le prix d'achat et négocier la reprise. Et au final, ça coûte rien. Bien sûr. Et puis, comme je travaille avec des vendeurs quand même qui sont relativement récurrents maintenant, et alors on se tutoie presque, et je dis non, mais là, il faut faire un effort. Alors, j'ai parfois 1 an de garantie offert, parfois, parce qu'ils mettent tout dedans, les frais de mise à la route, le plein d'essence. Même parfois, je négocie un plein d'essence, mais ça vaut 150 € un plein d'essence maintenant. C'est vrai. Et il y a des... Oui, alors ça dépend de la voiture. Oui, les vraies voitures. À 2 € le litre. Je suis une fille, moi, je sais tenir les cordons de la bourse. Les vraies voitures, le Defender dont on parlait la semaine dernière, il a un réservoir de 100 litres. Il nous reste 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. Quel est on voulait parler des filles, mais parce que vous avez beaucoup parlé des garçons, mais vous avez autant d'hommes, autant de femmes que d'hommes. Et puis, comme vous le savez, la femme est toujours décisionnaire. À 60%, monsieur. Voilà. Et donc, j'ai dû annuler des bons de commande. Non, mais tu vas pas faire rouler mon mari là-dedans, c'est hors de question et tout. Et moi, à 60%, et c'est une femme qui a designé les R5. Voilà. Et mesdames, si vous avez envie de rentrer dans les métiers de l'automobile, c'est passionnant aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours faire croire à sa femme que c'est elle qui a choisi la voiture. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. À 60%, on choisit tout. Arrête de rêver, Jean-Luc Moreau. Merci beaucoup, Stanislas Laroumé. Vous revenez parce que c'est très sympa. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous. Parce que c'est la rubrique qui est l'auto-choisir. Comme j'ai envie d'être en vacances, je suis un petit peu concerné. Sud Radio, on parle auto. Quel auto choisir? Et on accueille tout de suite Will qui est avec nous. Il nous reste pas beaucoup de temps. Salut Will. Bonjour Will. Bonjour Will. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour aux auditeurs. Bon, vous en avez 3 pour le prix d'un aujourd'hui. On vous écoute. Alors, je vous appelais, je vous avais envoyé un message parce que j'ai une question à vous poser concernant une Ford Puma 1 litre EcoBoost en hybride. D'accord. Je voulais savoir si vous pouvez rouler sans boîtier au flexible ou biomoteur, faire du 50-50 essence éthanol. D'accord, elle a combien de kilomètres la voiture?
90 000 km. Je serais vous, j'éviterais pas. Enfin, parce que 90 000 km, le fait de mettre de l'éthanol dedans, vous allez un petit peu nettoyer tout et c'est pas forcément une bonne chose. Alors, les moteurs Ford au départ ont été conçus pour rouler avec des forts pourcentages d'éthanol. C'est pour ça que l'homologation de ces moteurs-là a été plus simple à l'éthanol. Vous auriez dû acheter dès le départ, même d'occasion, il y en avait. Vous auriez dû acheter un modèle Flex-Fuel. Mais bon, puisque vous avez celui-là, elle est plus sous garantie. Alors, vous pouvez, moi je ferais 50-50 maxi. Bon, pas en ce moment parce qu'il fait frais et je vous le déconseille quand il fait froid, voilà. Parce que l'éthanol, ça démarre un peu moins bien. Mais si vous avez des grands trajets à faire, vous pouvez mettre 50-50 d'éthanol. Sur les grands trajets, c'est bien. Parce que vous n'accélérerez jamais. Le problème, alors je vous le refais vite, très court. Le problème, c'est que quand on a de l'éthanol dans le carburant, il faut déjà que le moteur, les joints, etc. soient adaptés. Mais aujourd'hui, c'est le cas de pratiquement tous les moteurs. Mais quand vous allez accélérer fort, comme il faut injecter plus de carburant pour avoir la même énergie, peut-être que l'injecteur va arriver à un moment à son débit maximum, son temps d'injection maximum, et donc vous n'aurez pas assez de carburant. C'est ce qu'on appelle un mélange pauvre. Un mélange pauvre, on perce un piston. Donc c'est pour ça que, alors déjà, moi je conseille sur les véhicules qui ne sont pas vraiment prévus dès le départ, maxi 50-50, en général ça passe sans problème, même avec la cartographie, la cartographie d'origine, et vous évitez de accélérer plein pot pendant genre 40 secondes pour vous faire plaisir. Voilà, ça c'est pour arriver à rouler sans souci. Moi, ça fait 10 ans que je roule comme ça avec ma voiture, donc j'ai pas eu de problème. Alors après, vous avez une deuxième question que je trouvais très intéressante, et là, c'est bien qu'on ait Stan avec nous. Vous nous disiez que vous avez eu des soucis avec votre Mini Cooper S et vous vouliez une voiture française faisant plus de 170 chevaux, et c'est là que j'ai ma question, mais de la catégorie de la Mini Cooper S ? Oui, de la catégorie de la Mini Donc Cooper une petite voiture. Oui. Le choix français va être facile. On va demander à Stanislas. Il n'y en a pas. Ah. Bah si, d'occasion. Oui, alors d'occasion, oui, non, mais c'est neuf ou d'occasion ? Non, d'occasion. Ah, d'occasion. Il y a plus alors de oui, il y choix. en a, il y en a, parce que neuf, il n'y en a plus. On va le faire bosser un peu. Vous avez dit que vous étiez en vacances, les Une DS3 Racing, c'est vachement bien. Une Clio RS. Ouais, ou une Clio RS. Une 208 GTI, vachement sympa aussi. Surtout les dernières versions en version by Peugeot Sport avec le train arrière. Et c'est compatible à l'éthanol ? Parce que c'était ça sa question. Oui, mais là, la question qu'il est posée, c'était oui. La question, c'est de savoir compatible à l'éthanol. Heureusement que je suis là. Alors, attendez, maîtresse, je peux avoir la parole. Les moteurs Renault, déjà depuis 10 ans, ils sont conçus pour fonctionner à l'éthanol. Ils ne sont pas homologués pour, mais ils sont conçus pour. Donc, vous avez la probabilité de panne, elle est... On parle à R5. Elle est pratiquement zéro. Donc une Mégane, une Clio RS, ouais, c'est un bon choix. C'est 100 TCE, il marche bien ce moteur. Et puis de toute façon, en étant en boîtier, maintenant, il y a beaucoup de moteurs qui sont adaptables. Complètement. Bon, bah alors Will, on est pas mal là. Alors après, il faut que ça vous plaise. Après, il faut que ça vous plaise. C'est pour ça que quand vous avez dit je roulais en Mini Cooper S, c'est pour ça que moi m'est venue l'idée de la DS3 Racing, parce que c'est bicolore, c'est un peu fun, machin. Puis franchement, ça marche bien, quoi. Je vous avoue que compte tenu de tous les problèmes rencontrés par PSA aujourd'hui, je suis un peu... Non, mais c'est vrai que c'est vrai. C'est un groupe. C'est un gros paradoxe. Mais c'est un gros paradoxe, c'est que les moteurs les plus puissants, alors on va dire PSA pour faire simple, les moteurs les plus puissants de PSA étaient les plus fiables. Voilà. Donc le 1,6 litre n'a jamais eu de gros soucis. Surtout les dernières générations. Les premiers à 156 chevaux, ils étaient un peu moins fiables. Moi, je propose de faire très prochainement un sujet sur ce qui se passe, mais comment est-ce que les gens peuvent être rassurés sur la marque Peugeot. Bah tiens, Stanislas, vous reviendrez avec nous, parce qu'il ne faudrait pas tuer non plus cette marque juste surtout à cause d'un problème d'un moteur ou... je ne sais pas si vous avez vu les bénéfices de Stellantis, là, c'est juste la catastrophe. On est passé de 12,8% de rentabilité, c'était un record à 4. C'est un truc de Merci dingue. à vous deux, merci Will d'avoir composé le 0826 300 300. Merci à tous de nous avoir suivis. Un prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 10h. On vous embrasse, on vous souhaite un bon week-end, et évidemment les programmes continuent sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.